Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous appelez clairement la révolte ? D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère, qui a 98 ans. Voilà, que j'appelle Maman Marie. Je lui fais un gros bisou. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Carousel passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon, donc on s'en sort plus. Voilà, est-ce qu'on peut arrêter ça ? Est-ce qu'on peut arrêter ça ? Et quand vous leur dites ? Et qu'un tel, j'en ai ras-le-bol, voilà. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Macron ! Explosion ! Vous sortez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Non merci, il est foutu, c'est pas grave, hein. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous avez vu comment vous traitez vos invités ? Oh mais vous êtes une victime. Cette femme a un boulard immense, elle est scientifique, elle dort, vous faites attention. Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait. Les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Okay, let's go. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve en ce dimanche 3 décembre pour une nouvelle émission de Minerva, l'émission que vous attendez toutes et tous justement, où l'on parle pendant 1 heure, parfois 2 heures de politique, de l'actualité qui nous passionne, qui nous parfois nous dérange, nous heurte, et c'est un petit peu le cas ce soir, puisqu'on va pas se mentir, le mois de novembre a été particulièrement éprouvant sur le plan de l'actualité. Je discutais il y a quelques jours avec ma compagne qui me disait effectivement tout le monde dit que le mois de novembre c'est le pire mois de l'année, donc c'est pas grave, peut-être c'est le pire mois de l'année, donc ça veut dire que les autres mois vont être bien meilleurs, c'est ce qu'on espère. En tout cas, on est ensemble pendant 2 heures pour parler de cette actualité parfois déprimante, mais qu'on essaye aussi d'éclairer d'un certain point de vue, un point de vue politique, je dirais, un point de vue militant. Si Minerva devait être une compétition sportive, elle serait probablement le championnat du monde de lancer de meules de fromage, inattendue, impertinente et pourtant tellement glorieuse. Bon alors, Marie, comment ça va ? Est-ce que tu as attaqué ton calendrier de l'Avent ? Non, j'en ai pas acheté cette année. Mais ça va. Très bien. Et toi, Hugo, t'as fait un calendrier de l'Avent ou pas ? Alors ouais, j'ai attaqué mon calendrier d'avant parce qu'il y a un truc, tu sais, je suis informaticien, et il y a un truc, un événement qui a lieu tous les ans, c'est l'Advent of Code. C'est-à-dire que pendant le mois de décembre, tous les jours, il y a un calendrier de l'avant d'exercices de programmation. On fait ça avec mes collègues, c'est rigolo, quoi. C'est des trucs où il faut être le premier à résoudre l'exercice, et puis après t'as un classement et tout ça. Donc je fais l'Advent of Code, c'est pour le calendrier de l'avant. Le calendrier de l'avant, voilà, il n'y a pas de chocolat, quoi. Il faut enchaîner des lignes de code. Ok, ben pourquoi pas. C'est une bonne idée. Sinon, comment est-ce que vous allez, vous comment ça va à Gentilly, par exemple, toi, Marie ? Ça va, super, écoute. Ben, formidable. Et avec Hugo, vous le savez peut-être, puisque Hugo, là, qui est en train de faire un marathon des Minerva, avec Hugo, on est plus ou moins grenoblois. Toi, Hugo, comment ça va dans le bassin grenoblois ? T'as vu la neige, toi, déjà, ou pas encore ? Moi, j'ai vu la neige, mais là, je suis pas dans le bassin grenoblois. Figure-toi que je suis aussi à Gentilly, et qu'en fait, entre Marie et moi, il y a du C'est une mise en scène. Ouais. Et maintenant que j'y pense, j'aurais dû reconnaître le fond. Et donc, oui, moi, j'ai vu la neige. J'étais à Villard-de-Lans à la fin de la semaine dernière. C'est un peu plus haut que Grenoble, à 1 heure de Grenoble, quoi. Et c'était vraiment sympa comme tout, parce que en vrai, quand tu as vécu longtemps à Paris, la neige, c'est 1 fois par an. Donc, c'est une belle journée par an. Mais bon, c'est la seule. Et après, ça devient vite de la bouillasse dégueulasse. Et là, bon, c'était un beau manteau blanc. Et du coup, ça te crée quand même les conditions de la tranquillité, on va dire. Ouais, j'ai vu la neige, moi. C'est vrai que chez moi, il y a 25 cm de neige. Voilà, aujourd'hui, c'était le marché de Noël de mon village. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup de gens qui sont venus, des Grenoblois qui nous ont envahis, osons le dire, pour profiter un peu de cette neige et d'aller faire du ski de fond. Donc c'était plutôt sympathique ce midi. J'ai mangé les nems du du marché de Noël du Sapé en Chartreuse. Donc voilà, c'était très bien. Mais bon,
Voilà, Minerva, c'est malheureusement pas une émission de Noël, même si on aurait pu vous faire un remake RP de votre meilleure comédie romantique. Malheureusement ou heureusement, c'est selon. On est là pour parler de l'actualité politique. Et vu qu'on s'est pas vu depuis 2 semaines, il s'est passé énormément de choses en 2 semaines, c'est assez extraordinaire. Et donc je vous propose qu'on commence cette émission pour faire un petit point, en tout cas pas forcément petit d'ailleurs, sur la situation au Moyen-Orient et notamment sur le conflit israélo-palestinien, Israël, je ne sais pas. Donc voilà, puisque durant ces 2 semaines, il y a eu quand même un événement majeur, c'est celui du cessez-le-feu, où un accord a été trouvé entre le gouvernement israélien et donc le Hamas. Un accord qui stipulait qui demandait un cessez-le-feu humanitaire et en échange de quoi il y avait un certain nombre d'échanges entre les otages et les prisonniers politiques palestiniens. Et donc malgré ce cessez-le-feu et malgré l'énorme pression, là en tout cas qui devient de plus en plus importante, internationale, il semblerait que le conflit ait repris de plus belle. Il y a eu par exemple de nouvelles manifestations pour la paix un peu partout en France hier. Ma première question, est-ce que vous avez eu l'occasion, la chance d'y aller, peut-être à Paris du coup? Alors, moi, j'ai pas pu y aller parce que on avait une réunion No Révolution à 16h et le matin, j'étais sur le marché à Gentilly, donc j'ai pas eu le temps de faire la jonction entre les deux. Mais apparemment, il y avait du monde. Je passais très vite. Je suis passé genre une demi-heure à la manif parisienne pour la Palestine. Du coup, c'était une manif, on va dire, nombreuse de masse. Il y avait du monde. Oui, il y avait du monde, mais y compris, on est quand même dans un moment là où le consensus s'est complètement cassé, où plus personne théorise que c'est normal de laisser faire les Israéliens, de laisser faire le gouvernement israélien à Gaza, et où même le gouvernement commence à essayer de se positionner en acteur de la paix, parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais tu as eu, par exemple, une lettre ouverte signée par toute une série de diplomates disant « ça ne devrait pas être ça, la politique extérieure de la France au Moyen-Orient ». Je crois que c'est 90% des diplomates français au Moyen-Orient, ou des ambassadeurs français au Moyen-Orient peut-être. Enfin bon, ça se retrouve facilement sur Internet. Mais disant, ça ne devrait pas être ça, la politique extérieure de la France, il faut changer et tout ça. C'est-à-dire que la politique de Macron au Moyen-Orient, celle qu'il a menée pendant le premier mois du conflit, n'est même plus suivie par l'appareil français des relations internationales, comme on l'avait vu d'ailleurs au moment où il avait proposé d'élargir la coalition. Tout à fait, oui. Tu vois, il avait été lâché déjà à ce moment-là, là il commence vraiment à être lâché, et du coup il bouge, tous ces gens, et il commence à adopter un point de vue bien différent. Tu as Yael Braun-Pivet qui dit « je n'ai jamais appelé à soutenir le gouvernement israélien ». Évidemment, ça fait sourire quand on le met à côté de la vidéo où elle appelle à soutenir le gouvernement israélien, mais on est quand même dans un moment où c'est plus simple de se dire pour la paix. On peut remercier, je pense, et c'est vraiment important, et saluer le courage de celles et ceux qui se sont engagés pour la paix dès le départ, au moment où c'était très difficile. Maintenant, on respire et on peut massifier un petit peu la bataille, je crois. Ouais, c'est comme si cette chape de plomb qui s'était un petit peu imposée, cette propagande de guerre en fait, qui s'est imposée à nous par le discours, par les médias, etc., commence à se lever peu à peu et y compris le gouvernement, on peut le reconnaître, bouge sous la pression quasiment populaire, la pression de l'opinion, qui en fait n'accepte plus, j'ai l'impression, peut-être Marie tu vas me contredire, mais qui n'accepte plus ces massacres qui ont lieu dans la bande de Gaza. Je sais pas, Marie, est-ce que toi tu as un regard là-dessus? Oui, je partage votre sentiment. On sent que le débat est beaucoup plus libre depuis quelques temps, depuis quelques jours, quelques semaines. Et aujourd'hui, je pense notamment là cette semaine, je ne sais pas si vous avez lu l'Humanité, mais il y a la pétition de No Révolution sur la libération de Marwan Barghouti qui est parue dans l'Humanité en milieu de semaine. Je pense qu'on est un peu aussi dans ce moment-là où la question de solutions politiques, elle va pouvoir être posée et être acceptée ou imposée dans le débat, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être toi Marie ou Hugo comme vous voulez, qui est Marwan Barghouti, parce qu'on en a un petit peu parlé lors de ces lives, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Je sais pas, toi, par exemple, Marie, puisque t'en parlais. Je suis en train de... Excusez-moi, j'étais en train de chercher
le lien de l'article pour le mettre dans le chat. Yes, carrément. Mais oui, je sais pas, Hugo, peut-être tu peux nous rappeler qui est Marwan Barghouti et... Barghouti, si tu veux, c'est un dirigeant palestinien du Fatah. Donc, pour situer, le Fatah a longtemps dirigé l'autorité palestinienne, le dirige encore. Barghouti, c'était un des dirigeants de la première intifada de résistance contre l'occupant israélien. Et évidemment, c'est quelqu'un qui a une crédibilité immense parce qu'il a dirigé le combat pendant de nombreuses années. Et la raison pour laquelle les Israéliens, le gouvernement israélien s'est empressé de le retenir en prison en l'accusant de terrorisme. Enfin, il est terroriste, comme moi je suis terroriste ou comme toi tu es terroriste. C'est un dirigeant politique qui propose et qui s'est battu pour une solution où l'État palestinien existerait aux côtés de l'État israélien. En réalité, c'est un dirigeant de l'indépendance palestinienne. Mais il faut mesurer que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement crédible et extrêmement respecté en Israël et en Palestine, au point que même le Hamas, par exemple, peut pas se permettre de dire, même le Hamas est bien obligé de dire oui, il faudrait libérer Marwan Barghouti et est bien obligé de se positionner en faveur, parce qu'en réalité, les Palestiniens aiment beaucoup Barghouti, ont confiance dans l'hypothèse après laquelle ils sauraient conduire des solutions dans ce domaine-là. En même temps, c'est quelqu'un qui a de l'expérience politique, qui a côtoyé Yasser Arafat, qui a de l'épaisseur et qui effectivement serait. C'est pour ça, nous, qu'on a voulu se battre et faire cette pétition pour la libération de Marwan Barghouti, parce qu'en fait, ça serait une solution pour la paix qui permettrait de tracer un chemin pour la paix sans pour autant faire preuve de complaisance envers l'idéologie qui est très réactionnaire du Hamas. Et du coup, la solution Barghouti, ça permet d'avancer dans ce sens-là et de mettre le gouvernement d'extrême droite israélien en difficulté, parce qu'aujourd'hui, ils se cachent et ils arrivent à embarquer, y compris les Occidentaux, dans leur crime de guerre, en disant « mais vous voyez bien qu'on ne peut pas discuter, parce qu'en face, on a des barbares, en face, on a des obscurantistes, etc. » Et du coup, la pétition, pour nous, c'était l'occasion de dire « oh ouais, d'accord, en face, il y a les barbares, machin, tout ça. Il n'empêche que Marwan Barghouti, il n'est pas bien loin, il est dans vos prisons, donc libérez-le. Et dans ces conditions-là, on pourra organiser la discussion permettant la coexistence pacifique des Palestiniens et des Israéliens. » C'est d'autant plus le moment d'avancer sur ces questions-là qu'en fait, la communauté internationale tout entière est en train de se rendre compte avec effroi et, comme vous le disiez, de dessouler de la propagande de guerre et de se rendre compte qu'en réalité, ce sont de vrais massacres de masse qui sont en cours en Palestine. Et tu as même quelqu'un comme Biden qui a commencé cette guerre de manière complètement alignée avec le gouvernement d'extrême droite israélien. Lui qui dit, bon, il n'y a pas moyen, il faut qu'on trouve les moyens qu'il existe un État palestinien, parce que sinon, la seule solution pour le gouvernement israélien, c'est de faire place nette, La seule alternative à un gouvernement palestinien, c'est de virer tout le monde ou de tuer tout le monde. Et du coup, c'est pour ça que tu as beaucoup d'officiels, notamment de l'ONU, qui craignent au moment où on parle la mise en place d'un véritable génocide, parce que le gouvernement israélien s'est mis dans une situation de guerre totale, telle que son issue, c'est la déportation de masse ou le massacre de masse. Et c'est pour ça que des solutions telles que celle proposant la libération de Marwan Barghouti permettent de rendre crédible, si tu veux, l'hypothèse après laquelle on peut atterrir par la politique, atterrir par la négociation, et il y a des issues véritables à la liberté des deux peuples qui désormais vivent en Palestine mandataire, c'est-à-dire le peuple israélien et le peuple palestinien. Absolument, et d'ailleurs on rappelle que Biden est quasiment forcé d'agir comme cela, puisqu'il a une pression énorme et des enjeux de politique intérieure où finalement il y a une grande partie de son électorat qui le pousse à agir comme ça. Et c'est aussi, je dirais, un moyen de nous rendre compte de l'importance de nos mobilisations dans nos pays. Et en fait là on voit que ça a un vrai impact sur la politique internationale, puisque si on dit, et c'est plus simple quand t'as des gouvernements de gauche, mais si on dit au gouvernement, ou vaguement de gauche, pour le cas de Biden, vous voyez bien ce que je veux dire, mais si on leur dit, en fait, on va plus voter pour vous si vous n'avez pas une position raisonnable et raisonnée sur un sujet aussi grave, eh bien, ça les force à se positionner. Et ça, c'est très important. Moi, je voulais vous parler, du coup, d'un truc un petit peu bizarre, en tout cas un peu étrange, un peu, qui moi, en tout cas, m'a vachement interrogé, c'est, il y a eu une mise en scène, notamment par le Hamas, de la libération des prisonniers, des otages qu'ils avaient fait lors du 7 octobre. Et
Et voilà, il y a eu une espèce de mise en scène où les otages avaient l'air extrêmement contents, ils étaient un petit peu copains avec le Hamas et ils étaient partis, voilà, ils partaient en se faisant quasiment des checks et tout ça avec le sourire. Et donc, voilà, plus globalement, j'ai l'impression que quelque part la bataille de la communication s'est jouée aussi là-dessus et que ça a été remporté par, je dirais même pas le Hamas, mais les Gazaouis en général, et que ça y est, on est vraiment passé dans un stade différent de ce conflit, où on a commencé à en discuter, hein, mais globalement, la pression internationale, voilà, la bataille d'opinion a été gagnée par les Gazaouis. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Peut-être Marie. Je crois que sur la question des otages, effectivement, c'est peut-être dû aussi au fait qu'il y a eu beaucoup de mobilisation, y compris en Israël, avec le sentiment que le gouvernement israélien n'a pas fait grand-chose pour essayer de libérer les otages et que les bombardements à Gaza n'étaient pas des signes permettant d'arriver à ce type de solution. Donc je pense que c'est peut-être de ce fait-là, d'une part, que la bataille de la communication, elle est un peu gagnée. Et puis oui, non, mais je partage. Je pense que quand on regarde les différents tweets, par exemple, sur X, on voit qu'il y a un changement là-dessus. Ouais. Et j'en profite pour saluer Girondine du Sud dans le chat, bien sûr, Soka, qui nous fait le plaisir d'être modératrice ce soir avec nous. Hugo Capot qui dit bonsoir, mais je crois qu'il est parmi nous. Oui, pardon. Du coup, j'ai une question peut-être pour toi, du coup, Hugo. Quelles sont les perspectives alors que le conflit semble recommencer? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de fuite en avant du gouvernement de Netanyahou, et quelque part, est-ce que Netanyahou, il n'est pas un peu finito politiquement, et que par je ne sais quelle tentative guerrière, il essaie de sauver sa place? Il y a de ça, mais en tout cas, le type qui dirige la principale armée de la région, peut-être qu'il peut être fini politiquement, mais il ne l'est pas encore. Il a le pouvoir de faire beaucoup encore et de nuire beaucoup. Donc je pense qu'il y a à mon avis, tu as deux pistes importantes et les deux issues importantes à mettre en œuvre. La première, c'est l'isolement international du gouvernement israélien. C'est hyper important, et y compris ça avance, et ça avance décisivement. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis d'Amérique, par exemple, et c'est les scènes qu'on a vues de la communauté juive qui se mobilise en disant not in our name, quoi. Enfin, pas en notre nom, la politique que mène Netanyahou. Il faut bien mesurer que c'est très nouveau, ça. Et qu'aux États-Unis, historiquement, tu avais aux États-Unis une communauté juive qui était très, très solidaire de la politique d'Israël. Sanders en parle dans son bouquin, là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le feuilleter, il explique que comme juif de gauche, c'était vraiment très, très, très compliqué, sinon même impossible, de manifester de la solidarité avec la Palestine il y a encore une décennie. Et aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, tu as des manifestations et des centaines de milliers de juifs de gauche qui manifestent en plein cœur des villes, etc. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Donc ça avance, mais il faut continuer sur ce plan-là. Et évidemment, les Israéliens, le gouvernement israélien, je veux dire, a commis une série, vous parliez de communication et tout ça. Ils sont dans une situation où ils sont tellement fanatisés et tellement sûrs de leur droit inaliénable à l'occupation de cette terre, et tellement sûrs du fait qu'on s'en fout, on a besoin d'écouter personne. Enfin, ils ne se rendent pas compte que tu peux mener la guerre que tu veux en ayant les alliés que tu veux et en te cachant derrière les causes les plus magnifiques que tu veux. Quand il y a des photos de bébés morts, tu ne peux pas avoir l'opinion publique internationale de ton côté, ça n'existe pas. Il y a une communauté qui fait qu'on est tous choqués quand on voit des... Enfin, c'est normal, quoi. Mais c'est un beau signe d'espoir, quand même. Hein. On n'est pas encore devenu totalement insensible et... Ah, mais on le sera jamais. Et ignoble, j'espère, oui. Non, on le sera jamais. Il y a toujours une flamme d'humanité chez les gens. Et c'est pour ça que l'objet des propagandes de guerre, c'est toujours de dire qu'en face, ils tuent des bébés et que nous, on les protège. C'est parce qu'en fait, si les gens se rendent compte qu'en fait, c'est ton camp qui est en train de commettre des horreurs, c'est fini. Tu perds le soutien immédiatement de l'opinion. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même des choses qui bougent. C'est des choses qu'il faut continuer à faire connaître. Il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut appuyer pour travailler à l'isolement international du gouvernement colonial. Tu as évidemment ces enjeux-là humanitaires, en disant, regardez, ils sont en train de faire des horreurs, mais pas seulement. Tu as des questions politiques, en disant ce qu'on disait tout à l'heure. Ils font tout pour rendre impossible une véritable solution politique. Ils retiennent en prison les négociateurs, etc. Tu as des enjeux économiques, en disant, attendez, il y a des usines dans les colonies, comment dire,
la colonisation, c'est aussi du profit. Il faut le combattre, il faut organiser. Moi, je participe par exemple à la campagne internationale boycott des investissements sanctions, qui consiste à dire non, moi, j'achète pas des produits qui ont été fabriqués dans des colonies. Je soutiens pas financièrement les colonies. Donc, il y a toute une série de politiques comme ça à mettre en œuvre pour que ce gouvernement ne puisse plus compter sur l'appui international du camp otanien, quoi, en gros, États-Unis, Europe. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a une responsabilité évidemment intérieure, à la fois des Israéliens de gauche et puis évidemment des Palestiniens, mais des Israéliens de gauche sur la nécessité de renverser le gouvernement en place et du coup de faire avancer la conscience. Ça avait commencé, y compris avec dès avant la guerre. Hein. Le front de mobilisation contre Netanyahou, il existait déjà avant la guerre, mais tu as une responsabilité pour que la conscience politique du fait qu'il est en train de se passer des horreurs et qu'il n'y a pas d'avenir possible dans la région en continuant cette politique-là, cette conscience, il faut qu'elle l'emporte pour que les Israéliens, dans un contexte d'affaiblissement, tu as raison, de Netanyahou, portent le coup fatal et puis le mettent véritablement en difficulté. Tu as une gauche offensive et courageuse, hein, parce que vraiment, celles et ceux qui, dès le 8, dès le 9 octobre, se sont, dans les rangs du mouvement social israélien, se sont avancés en disant toute cette situation est le fruit de la colonisation, ceux-là, ils sont courageux, hein, parce qu'ils ont pris des sacrés coups dans un pays qui était en guerre. Voilà, il faut mesurer ça, il faut les saluer. Mais je pense qu'on a aussi la responsabilité, nous toutes et tous, j'ai envie de dire, les militantes et les militants de la paix, de faciliter la prise de conscience de ces gens-là. C'est aussi à ça que sert, par exemple, notre pétition, c'est de leur dire, mais écoutez, regardez, il y a des solutions, c'est pas vrai, vous n'êtes pas obligés à la posture avant-guerrière. Et donc, il faut qu'on facilite, il faut qu'on les accompagne, parce qu'à la fin, de toute manière, on avait déjà discuté dans un live en ça, mais à la fin, le seul moyen de gagner la paix, c'est de mettre en échec les gens qui veulent la guerre. Tu vois, c'est pas juste des grands concepts, c'est dans les cieux. Non, il y a des gens, des individus qui organisent la guerre. Le camp de la guerre. Ah ouais. Les gens comme Netanyahou et ses alliés internationaux, etc., si on ne les met pas en échec, il n'y aura pas la paix. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas magique, la politique. Il faut mettre en échec ceux qui créent cette situation-là. Et il y a de bonnes raisons d'espérer, hein, et l'évolution du rapport de force, y compris, c'est une assez bonne leçon, moi, je trouve. Parce que tous les gens qui disaient, genre le 8 octobre, le 9 octobre, le 10 octobre, ah ben c'est fini, à cause de la saloperie du Hamas, on ne pourra plus jamais défendre le peuple palestinien, en fait, ils se sont laissés intimider par le mur de la propagande de guerre. Il n'empêche qu'un mois plus tard, un mois et demi plus tard, les gens, ils ont réfléchi, ils se laissent plus intimider, et ils disent sans difficulté, oui, c'est horrible ce qu'a fait le Hamas, mais ce que vous faites là, vous bombardez des hôpitaux dans lesquels il y a des bébés dans des couveuses, et à la fin, il y a des cadavres, on ne le tolérera jamais, et les gens manifestent leur solidarité, et c'est venu, mine de rien, assez vite, sans doute grâce à celles et ceux qui, les premiers, ont dénoncé la politique israélienne. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, ça donne encore un espoir dans notre humanité commune, puisque le fait qu'on soit encore en capacité de s'indigner, ça montre que le racisme n'est peut-être pas aussi totalitaire que ça montre qu'on est encore capable de ressentir de l'empathie pour des personnes même très lointaines, avec qui on a, a priori, pas forcément énormément en commun, mais c'est, je trouve, même si c'est un petit peu bisounours, mais je pense que c'est aussi ça laisse un petit peu d'espoir aussi dans l'avenir. C'est qu'il y a une grande capacité à s'indigner devant l'innommable, malgré toute la propagande, malgré le fait que, on l'a bien senti, hein, ça s'est abattu comme un coup près et qu'on avait la sensation de pas pouvoir s'exprimer librement sans être targué d'être un terroriste ou d'être assimilé à des gens qui justement commettent des immondices. Mais du coup, je vous propose qu'on passe à un sujet un petit peu différent, un sujet franco-français. Hein. Là, on est vraiment sur un sujet purement français, puisqu'on va parler de justice. Alors, vous le savez sans doute, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le grand avocat émérite Éric Dupond-Moretti a été relaxé par la Cour de justice de la République, qui est composée, il faut le noter, majoritairement de parlementaires. Est-ce que pour vous, c'est un jugement qui s'entend? Est-ce que c'est pas un peu une absurdité démocratique, Marie? Oui, complètement. Et puis, surtout, on a l'impression que c'est quand même tous les ministres, les uns après les autres, ont des affaires, etc. C'est vraiment de pire en pire, quoi, quelque part. Là, c'est le ministre de la Justice. Ça devient absurde. Et au tout départ, Macron avait dit que si un ministre serait
mis en examen, s'il y avait une affaire, etc., il devrait démissionner. Et on voit que là, à force de la réalité de tous les ministres qui sont mis en cause, ça ne tient plus du tout. Mais oui, c'est une situation, je pense, absurde et qu'on ne verrait dans aucun autre pays, quelque part, quoi. Bah, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas quelque chose un peu propre au pays enfin, je ne sais pas, hein, les gens disent ça, mais entre guillemets du Sud, quoi. Il y a une certaine habitude osons le dire, de la corruption et des petites magouilles entre amis et voilà, c'est quelque chose, par exemple, c'est quelque chose qui est intolérable dans les pays du Nord, qu'on appelle le luthérien. Enfin, faut mesurer qu'il y avait je crois un président ou une présidente islandaise qui avait commis le centième du quart de ce qu'a fait Dupond-Moretti, parce que rappelons le fond de l'affaire, hein, Dupond-Moretti, donc ancien grand avocat, hein, très connu, s'est servi de son nouveau statut de ministre de la Justice, manifestement, pour intimider des juges avec... Enfin voilà, de régler ses comptes finalement, alors qu'il était au pouvoir et chef de cette administration avec des gens qui lui avaient déplu lors de sa carrière d'avocat, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Ce qui est quand même très grave, évidemment, puisque... enfin voilà, on se rend bien compte que c'est extrêmement grave. Donc voilà, peut-être Hugo, est-ce qu'il y a une différence entre le nord et le sud? Est-ce qu'on n'est pas, voilà, ce côté un petit peu méditerranéen où il y a une habitude de la corruption qui finalement, on s'en rend compte, hein, dans l'opinion publique, finalement les gens ne réagissent pas plus que ça. Là, c'est pas de la corruption, hein, l'affaire du... Non. Je suis d'accord avec toi, je vais y venir sur la corruption, mais là, c'est pas de la corruption. Ce que je veux dire pour clarifier, histoire de pas terminer au tribunal, bien sûr, c'est que non, c'est pas de la corruption. Je veux dire que dans les pays du Sud, en tout cas méditerranéens, comme on dit, il y a quelque chose autour de la corruption en tant que concept qui semble être plus accepté et plus commun dans les pratiques politiques et économiques d'ailleurs. Tu vois, je pense que c'est l'inverse. Qu'il y a un effet d'optique qui se joue là. Mon opinion, moi, ma lecture, c'est que le mélange généralisé entre les puissances d'argent et la politique est banal et légal aux États-Unis, en Angleterre, enfin tu vois, dans les pays dont tu parles, dans les cœurs des pays libéraux, alors que dans les nôtres, ça gêne, du coup on fait des lois. Alors, c'est le même capitalisme, hein. Du coup il y a le même mélange des genres permanent, sauf que chez nous c'est plutôt interdit, plutôt mal vu, du coup ça donne lieu à des affaires. Mais en réalité, aux États-Unis, quand tu as Trump, président de la République, qui organise de manière systématique la collusion, genre qui mène des guerres pour les intérêts de grandes entreprises, on est quand même à des niveaux un petit peu différents, quoi. Je pense aussi à Biden, et on avait vu la révélation à l'été 2022, l'implication de la diplomatie américaine dans la construction de la guerre en Ukraine et la manière dont ils ont associé les grands gaziers américains dans cette histoire, y compris pour dégager le marché européen, tu es quand même sur des seuils de collusion entre les histoires d'argent et les histoires politiques qui est bien différent de celui qu'on a en France, tout simplement parce que là-bas, il n'y a aucune limite, que c'est banal, que c'est accepté et que c'est même théorisé, que la politique est assumée comme devant servir à la prospérité des nations et du coup étant au service de la politique des entreprises. Alors ça, je suis d'accord, mais là, on est sur un cas qui est quand même très différent. On est sur un cas... Je viens sur le cas du Dupond-Moretti, mais du coup, voilà, sur toute une série d'histoires de corruption où les types touchent des rétrocommissions, etc., il faut bien mesurer que dans une série de pays anglo-saxons, ces pratiques ne sont tout simplement pas illégales. Et du coup, oui, ça ne fait pas des affaires, mais parce que ce n'est pas illégal et que c'est normal. Maintenant, sur le cas du Dupond-Moretti en particulier, je pense deux petites remarques. La première, c'est qu'on est dans un moment de maladie démocratique très lourd. La France, ce n'est pas les pays du Sud, tu vois, c'est la France. La France, en réalité, il faut jamais cesser de répéter qu'on a modifié l'âge légal de départ à la retraite sans que l'Assemblée nationale ait le droit de voter. On est dans un moment où l'exécutif français se comporte comme n'étant pas dans un régime parlementaire, quoi. Et effectivement, où il trouve des leviers pour le faire et tout ça. Et du coup, c'est des habitudes qui se prennent. C'est des habitudes de gestion du pouvoir, d'intimidation, etc., où tu as un poids démesuré de l'exécutif. Mais c'est par exemple pas vrai en Italie, mais c'est par exemple pas vrai en Espagne. Enfin, tu vois, qui sont des régimes beaucoup plus parlementaires, et je pense que c'est ça le cœur du truc, c'est que la France est un régime tellement présidentiel et tellement centré autour de l'exécutif qu'à la fin, les types enfreignent même la loi par habitude d'être obéis. Bon, ça c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même dans un moment où, s'il y a des affaires, tu vois, si ça sort, toutes ces histoires-là, moi quand j'étais petit, il y en avait plein, des affaires. On entendait parler du Chirac, les guignols de l'info l'appelaient super menteur.
Parce qu'il n'arrêtait pas de réussir à échapper aux juges qui remarquaient qu'il y avait eu des rétrocommissions, des emplois fictifs, des balles. Et ça faisait marrer tout le monde. Et les gens aimaient bien Chirac, voter pour lui, ça les faisait marrer, quoi. C'est-à-dire qu'on est maintenant à un moment où, par contre, les gens ne tolèrent plus que leurs dirigeants se comportent de cette manière parce qu'ils estiment que le pacte, en fait, le pacte de confiance qui liait la direction du pays à la masse du pays a été rompu. À mon avis, ce moment de rupture, c'est le traité constitutionnel européen, où les gens votent un truc et où le gouvernement de Sarko ensuite fait l'inverse, et où ensuite tu as eu Hollande où les gens votent pour une politique de gauche et se retrouvent avec une politique encore plus libérale que celle de Sarko. Il y a eu plusieurs moments comme ça de rupture de la confiance entre les politiques et tout machin. Et je pense que ce qu'on vit là, c'est le reflet d'une rupture de la confiance, parce qu'en fait, il y a une époque où ça ne gênait personne, les histoires comme ça, où ça passait crème, et si maintenant ça gêne les gens, c'est parce qu'en fait, de manière bien plus générale, ils en ont marre de leur politique et ils veulent leur mettre des tartes. Et du coup, la justice est un des moyens de leur mettre des tartes, c'est tout. Ouais, parce qu'il y a aussi une autre affaire en ce moment, c'est celle d'Olivier Dussopt, celui dont on dit qu'il ne craque jamais, mais il a quand même été condamné donc en première instance, puisque le ministère public lui a demandé le mercredi 29 novembre, a requis 10 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende par rapport au fait dans une sorte de favoritisme en 2009 lorsqu'il était maire d'Annonay en Ardèche. Et un autre truc un peu plus fou, et ça il faut absolument que je vous en parle parce que je l'ai vécu en live sur France Inter, c'est le grand retour de monsieur Cahuzac, rappelons-le, qui était ministre de budget, donc le Bruno Le Maire de l'époque, si je me trompe pas, qui avait donc déclaré devant l'intégralité de l'Assemblée nationale, alors, il était chargé de faire la lutte contre la fraude fiscale, il avait déclaré qu'il n'avait évidemment jamais fait de fraude fiscale lui-même, et il s'est avéré qu'il avait un compte en Suisse. Ça avait été, on va dire, un grand tournant quand même dans le mandat de François Hollande, puisque, et probablement dans la confiance globale des électeurs de gauche dans leurs représentants. Et là, il est revenu il y a quelques jours, notamment dans la matinale de France Inter, pour nous dire que finalement, sa faute morale personnelle était à mettre en relation avec le fait que, par exemple, François Hollande avait menti contre l'inversion de la courbe de chômage. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un des grands arguments. J'ai inversé la courbe de chômage, tout le monde s'en foutait de cette histoire, mais apparemment il avait menti. Donc finalement, le fait que François Hollande mente, ça joue à armes égales avec le fait d'avoir un compte en Suisse alors qu'on est chargé de lutter contre la fraude fiscale et d'avoir été condamné pour cela. Et donc il dit qu'il peut revenir finalement tranquillement. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, Marie, est-ce que c'est moral ce grand retour de Cahuzac en politique? Est-ce que c'est bon, faut avouer à moitié pardonner? Je pense que la question, c'est pas tellement la morale, mais déjà l'éthique sur le sujet. Et enfin, moi, ce qui me choque particulièrement, c'est de voir qu'il revient, il peut faire le tour des plateaux et on fait comme si c'était un sujet attendu, comme si il fallait que tout le monde puisse l'entendre. Or, je crois que personne dans le pays n'attendait le retour de Cahuzac en politique, quoi. Donc ça pose quand même un vrai sujet de déconnexion entre les journalistes dans leur choix de sujets et d'invités et le peuple qui attend quand même autre chose, quoi. Donc t'étais pas convaincu par le fait que Cahuzac soit notre sauveur suprême et que ce retour va amener un vent de fraîcheur, parce qu'il a même déclaré qu'il ne s'interdisait pas de se représenter à un mandat. Tu l'attends pas comme le sauveur? Ça me fait penser, il y a eu un très long article dans Le Monde au moment de la présidentielle, vers janvier, qui racontait comment est-ce que François Hollande, entre décembre et janvier, se préparait à se présenter à l'élection présidentielle en étant persuadé qu'il y avait un espace ouvert et que les Français l'attendaient. Ça me fait un peu penser à ça. Je me dis que ce sont des personnes qui ne doivent pas souvent fréquenter d'autres gens que leur petit groupe, quoi. Bah oui, surtout que le retour de Hollande, clairement, peut-être qu'il y a un seul truc positif qui est ressorti de son mandat, c'est qu'on voulait plus d'eux. C'est peut-être le seul truc positif qu'il y a eu pendant
pendant ce quinquennat, c'est que la gauche molle social-démocrate est pas en capacité de véritablement gouverner, en tout cas de manière à long terme, quoi, ou à moyen terme. Je sais pas toi, Hugo, si ça te fait... T'as pas envie du retour de Cahuzac? Comment dire? Je trouve que ça inspire plusieurs choses. D'abord, il faut quand même mesurer le fait qu'il y a bien pire que Cahuzac sur les plateaux télé. Oui, bien sûr. Y compris dans les anciens politiques qui se retrouvent à être extrêmement influents. J'étais halluciné l'autre jour de voir qu'on interrogeait Védrine tranquillement sur la situation au Moyen-Orient. Védrine, c'est le type qui devrait être traîné devant les tribunaux internationaux pour complicité dans le génocide de Rwanda. Hein. C'est le type qui... Bon, voilà, c'est des gens qui ont vraiment de la bouillie sur les mains. Cahuzac, c'est pas ça. C'est un petit médiocre, c'est un petit... Bon. Donc, d'une part, faut hiérarchiser un petit peu les choses en mesurant le fait que la politique bourgeoise n'a plus que des nains. Et n'a plus n'a plus de gens un petit peu solides à opposer, notamment au mouvement social. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je trouve super intéressant, c'est que ils ont tous les gens du gouvernement Hollande, donc Cazeneuve, Hollande lui-même, Valls, Cahuzac, et puis comment il s'appelle celui qui dirigeait le Parti Socialiste à l'époque? Lui, c'est moi. Bon, peu importe. Mais tu as toute une série de personnalités comme ça. Quand tu regardes ce qu'ils déclarent rétrospectivement sur l'expérience gouvernementale, ils ont tous un petit détail où ils disent « Ah ben, si ça s'était pas passé, en fait, ce serait super, tout aurait bien fini, et les gens nous auraient adorés, on aurait été réélus et tout machin. » Donc si... alors, le Cahuzac, c'est si on m'avait pas emmerdé avec cette histoire de compte en banque. Bah oui. Bah ouais, Hollande, c'est si les fondeurs avaient pas foutu la merde. Machin, c'est ci truc. Et en fait, aucun d'entre eux n'a pris conscience du fait. Du coup, ils sont tous convaincus que c'est accidentel, quoi. Qu'il y a eu un accident, chacun donne sa version différente de l'accident, mais enfin, qu'il y a un accident à cause de quoi c'est parti en live. Ils sont tous convaincus que c'est parfaitement accidentel et ils ne comprennent pas que les gens ont rejeté nettement, et à mon avis assez définitivement, la politique qu'ils mènent. Et ça, ils l'ont pas pigé, quoi. Et c'est pour ça qu'ils essaient en permanence de revenir et que ça fait rire tout le monde. Parce qu'en fait, vraiment, Cazeneuve, là, quand il essaie de revenir, c'est pareil. Valls, il y a des mèmes sur lui en permanence. Ces gens ne se rendent pas compte que tout le monde se moque d'eux pour la simple et bonne raison qu'ils sont finis, que c'est pas accidentel. Valls, c'est pas parce qu'il n'a pas eu de chance à la primaire de la gauche. Il est convaincu de ça, Valls. Que s'il avait eu plus de chance à la primaire du Parti Socialiste en 2017, vous savez qu'il avait fini par sélectionner Benoît Hamon. En fait, le Parti Socialiste, aujourd'hui, ferait encore 20%, serait encore un grand parti. Ils n'ont pas compris qu'il y a eu un rejet net et massif de la politique qui menait en œuvre. Et ça me fait marrer. Ça me fait penser à un truc, une moquerie que fait... Alors, en général, la lecture de Léon Trotsky n'est pas ce qui me passionne le plus, parce que je trouve qu'il y a des défauts et tout ça. Mais parlons pas de ça. Il y a dans l'histoire de la révolution russe de Trotsky, il se moque du camp des réactionnaires et il dit il y a chaque général de l'armée blanche a prétendu à un moment ou à un autre de la révolution qu'il suffirait de lui fournir un régiment fiable pour écraser la révolution. Ouais. Il a eu des régiments fiables dans les mains et aucun n'a jamais réussi à écraser la révolution. C'est que simplement que l'histoire était en marche et que le peuple, en l'occurrence russe, était en train de marcher vers la révolution et qu'en l'occurrence, le peuple français ne veut plus entendre parler de la Hollandie, que les mecs peuvent bien essayer de se représenter autant qu'ils veulent, ils feront moins de 2%, et tant mieux après tout, parce qu'ils ont fait tellement de mal, ces gens. Il ne faut vraiment pas oublier que ces gens, ils ont failli éteindre l'hypothèse du progrès social dans notre pays. C'est vraiment très, très, très grave ce qu'ils ont fait, au-delà même de leurs petites affaires judiciaires, qui aussi sont révoltes, indignes, parce que ceux qui viennent prêcher l'austérité pour les plus pauvres s'en sont mis plein les poches. Donc évidemment, c'est indigne, évidemment, c'est choquant. Et n'oublions pas que ces gens ont fait la loi travail, que si aujourd'hui il n'y a plus de code du travail dans les entreprises, c'est de leur faute et de la faute de personne d'autre. Et que personne leur avait demandé de faire ça. C'était évidemment pas une demande populaire, c'était une demande de leur classe sociale, qui est la classe sociale de la bourgeoisie, et qui avait plus tellement envie de faire ce compromis de classe. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé au fait de vouloir gagner un petit peu de place, on va dire la part du travail gagne de la place sur la part du capital. Ils ont préféré se battre pour le capital, et quand on est de gauche, en tout cas dans ces années-là, ça a eu des conséquences, et qu'on se souvient, et on se souviendra, j'espère longtemps, de ça. Mais tu vois, sur ça, ce qui me plaît dans cette situation, par contre, c'est que, on a bien vu un peu la configuration politique et le rapport que la bourgeoisie entretient vis-à-vis de la gauche. En gros, ils ont de la haine pour la gauche qui a été incarnée là pendant 2-3 ans par la NUPES. Ils ont de la haine parce que la radicalité, parce que
pour plein de raisons, ils ont de la haine. Et en fait, depuis 2 ou 3 ans, ils essaient depuis les élections législatives de 2022, pas depuis 2 ou 3 ans, là j'allonge un petit peu à tort, mais depuis les élections législatives de 2022, et même un peu avant, même depuis les présidentielles, ils essaient de trouver une alternative à la gauche radicale. Ils essaient de retrouver une gauche domestiquée. Et du coup, c'est super intéressant de voir qu'ils ne trouvent pas vraiment, et que tout ce qu'ils ont, c'est des rats, quoi. Enfin, tu vois, c'est des petits médiocres, c'est Manuel Valls qui fait rire tout le monde, c'est Cazeneuve, c'est Cahuzac, de la manière dont tu le disais, c'est vraiment ça. Genre, c'est hallucinant que le mec s'imagine avoir encore un destin politique, quoi. Ça veut vraiment dire qu'il ne se... Petit A, mais petit 2, qui n'ont personne. Leur objectif d'avoir une gauche domestiquée qui revient et qui remplace la NUPES et qui remplace un peu le fracas et la lutte résolue qu'on a su mener depuis quelques années, ils n'y arrivent pas, et tant mieux, quoi. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de personnel politique qui veut jouer ce rôle-là, qui est un rôle détestable. Le rôle qui a été celui de Manuel Valls, c'est un rôle détestable, et en fait, tant mieux qu'il n'y ait pas de jeunes hommes politiques, femmes politiques, de 40 ans, de 45 ans, qui disent « Ah ben moi, je veux bien en être ». Dussopt a essayé, il s'est fait broyer pendant la réforme des retraites. Tant mieux. Ouais, ça reste une bonne nouvelle, et peut-être que la Hollandie, en tout cas cette espèce de social-démocratie extrêmement molle, est définitivement morte. Mais c'est vrai qu'à un moment, ils ont vraiment essayé de nous faire avaler le fait que Bernard Cazeneuve était un peu l'avenir de la gauche, qui était très bizarre, parce que on va pas se mentir, peut-être dans le chat vous me direz, hein, peut-être que j'ai un biais de perception, mais Bernard Cazeneuve, pour moi, c'est personne. Je ne sais à peine qui c'est, je sais que c'est un vieux qui se la pète un peu, qui se fringue avec 5 SMIC sur le dos, mais sinon, je ne sais pas qui est ce type, je sais pas ce qu'il pense. Voilà. À part qu'il dit, les gens sont pas très raisonnables quand même, il faudrait être plus raisonnable. Voilà, c'est tout. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il ne sert pas à grand chose. Ils ont essayé de le pousser, et malgré tout, manifestement, ça ne prend pas, puisque qui voudrait être dans la team Bernard Cazeneuve ? Enfin, c'est quand même... Bon, bref. Tu dis social-démocratie est extrêmement molle, mais moi, je rejoins quand même ce que dit Hugo sur le fait qu'il faut souligner que la loi travail, ça a été extrêmement violent. La loi travail en soi et la manière dont le mouvement social s'est passé. Parce qu'avant ce moment-là, on allait en manif sans qu'il y ait des problèmes avec de répression des manifestations. Et c'est depuis ce moment-là, et c'est depuis ce gouvernement-là que très régulièrement les manifestations sont réprimées, gazées, etc. Oui, c'est vrai, t'as raison de le rappeler. Hein. C'était pas une social-démocratie, c'était finalement une peau de mouton, mais derrière il y avait un loup, quoi. C'était une itération étrange et qui préfigurait un petit peu Macron d'un libéralisme effréné et autoritaire, d'ailleurs, puisqu'on l'a bien vu pendant la loi travail. T'as raison de le rappeler. Ouais, je le dis parce que des social-démocraties molles, on arrive à travailler avec aussi parfois, mais là c'est autre chose, ouais. Et bon, j'avais un sujet à vous proposer, puisque la semaine dernière, il y a eu une sorte de lueur d'espoir avec le complément d'enquête sur Hanouna. Alors, je sais pas si vous avez été un peu sur les réseaux, mais tout le monde me parlait un peu de ça. Il y a eu une hype énorme autour de ce complément d'enquête qui a laissé beaucoup de personnes un petit peu sur sa faim. Est-ce que vous l'avez vu, vous, l'émission ? Moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai regardé jeudi soir, ouais. Moi, je regarde en replay parce que c'était trop tard, à 23h. mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du coup, Marie ? Alors, j'ai trouvé qu'il y a eu un travail journalistique de recherche des sources, puisqu'il y a des personnes qui ont travaillé dans l'émission, qui témoignent, etc. Donc, qui y a un travail qu'il faut saluer. C'est bien qu'il y ait ce type d'émission qui soit menée et qu'il y ait des journalistes qui fassent ça. Après... Alors, j'ai trouvé que c'était très centré autour de la personnalité d'Hanouna, quoi, autour des problèmes qu'il peut y avoir, la manière dont il traite les intervenants dans son émission, ce qui est assez horrible, d'après ce qui est dit dans le reportage. J'ai regretté que ça aille pas un peu plus loin. Par exemple, il y a eu un petit moment sur la polémique avec Louis Boyard, mais qui est très rapide
et qui ne va pas forcément sur le fond, je trouve, du problème dans la manière dont a été traité ce député et la manière dont Cyril Hanouna et l'émission se posent comme un espèce de pouvoir qui serait plus légitime qu'un député comme Louis Boyard. J'ai trouvé que là-dessus, ça mériterait de faire un peu plus, sachant que aussi, il montre très rapidement à un moment qu'il y a des votes, par exemple, au cours de l'émission. On le voit sur les images, mais ils n'en parlent pas. Mais il y a quand même toutes ces mises en scène de pseudo-démocratie qui joue un rôle extrêmement nocif, je pense, et c'est pas abordé. C'est pas traité, c'est pas analysé. Ouais, parce qu'il y avait notamment ce vote qui avait été très choquant sur la peine de mort, suite à un fait divers sordide. Voilà, il y avait eu une mise en scène de vote de la part des chroniqueurs, des chroniqueuses sur êtes-vous pour ou contre la peine de mort, comme si le plateau de Cyril Hanouna représentait une partie de l'opinion. C'était assez étonnant. Mais surtout, moi, c'est quelque chose qu'on voit pas trop dans le reportage. En tout cas, c'est assez peu abordé, même si c'est un petit peu abordé. C'est finalement comment un type comme Vincent Bolloré, avec toute son immense fortune, donc une des plus grandes fortunes françaises, et notamment qui a une mainmise sur la presse, a acheté un type comme Cyril Hanouna, et donc a acheté son équipe, puisque on apprend aussi que Cyril Hanouna, vous voyez, il y a Sofia Chikirou qui est là, il y a quand même Cyril Hanouna dans l'échelle des managers extrêmement toxiques qui se placent au-dessus, ce qui était quand même difficile, mais il a réussi, formidable. Eh bien, Cyril Hanouna, il a été acheté par Vincent Bolloré et pas acheté 3 Pécadilles, puisqu'on apprend qu'il a quand même été acheté 285 millions d'euros. Voilà. Et voilà, du coup, tiens, Hugo, est-ce qu'on pourrait pas un peu parler de la stratégie médiatique de la bourgeoisie, et pas n'importe laquelle, celle de Vincent Bolloré, qui donc promeut, je pense qu'on peut le dire sans rougir, l'extrême droite en France et une espèce de guerre de civilisation judéo-chrétienne, etc. Alors, c'est intéressant, tu vois, parce qu'il y a 1 mois, 2 mois, je t'aurais dit, attends, dis pas la stratégie politique, la stratégie médiatique de la bourgeoisie, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Je t'aurais dit... ouais, c'est vrai. Tu vois, BFM et CNews, c'est pas la même stratégie, c'est pas les mêmes gens qui mènent le truc, et c'est pas du tout la même stratégie. Sauf que là, dans le contexte de la guerre, il y a eu convergence. Alors, il y a eu convergence sur tous les plans. C'est-à-dire que Braun-Pivet et Larcher manifestent avec Le Pen, et au plan médiatique, Hanouna tient la même ligne que BFM, ou BFM tient la même ligne que Hanouna, on s'en fiche. Mais tu as vraiment un moment où, effectivement, l'extinction du pluralisme médiatique, parce que c'est ça dont on parle, en fait, racheter un par un des médias de manière à ce qu'il n'en reste plus, ou quasiment plus, qui ait une autre opinion que la poignée d'oligarques qui détient les manettes, quoi, c'est l'élimination du pluralisme médiatique. Et c'est dans ce genre de moment-là, et évidemment, la séquence avec Louis Boyard dont parlait Marie le révèle très fort, quoi. C'est dans ce genre de moment-là qu'on sent toute la puissance de frappe idéologique que permet ce genre de médias. Parce que c'est malin, leur truc. Et ça rappelle vraiment, pour le coup, le dispositif des plateaux de BFM qu'ils font de manière moins grossière et du coup, qui sont moins critiqués. Mais leur truc, effectivement, de faire voter les chroniqueurs pour donner les apparences du pluralisme, mais sans donner à voir le fait qu'en fait, on n'a pas le droit de poser toutes les questions. Et que c'est joué d'avance pour Hanouna. Et que c'est joué d'avance. D'une part, c'est joué d'avance, et d'autre part, les seules questions permises, mais c'est comme les référendums de Macron ou de Le Pen. Le Pen, elle te dit, oui, en fait, il faudrait faire un référendum sur l'immigration. Et donc, la bonne réponse à opposer à ce genre de truc, c'est non, on va commencer par faire un référendum sur les retraites, s'il vous plaît. On va aussi faire on va faire un référendum pour constitutionnaliser le droit à l'avortement. On va faire nanana. Et il faut bien mesurer le fait que cette mise en scène du fait qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut, sauf de poser les questions, en fait, c'est ça le dispositif qu'organise en permanence Hanouna, et c'est ça qui fait d'Hanouna un espèce de poisson pilote ou de bateau de tête, quoi, de navire amiral de la propagande bourgeoise. Parce que c'est comme ça, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est vraiment un axe important de la propagande depuis quelques années, quoi, de dire, mais attendez, vous voulez pas l'officialité bien pensante, quoi,
ne veut pas nous permettre de parler, ne veut pas nous permettre d'aborder toutes les questions. Donc, nous, on met en scène le fait que l'extrême droite, en fait, elle est vachement pluraliste, elle écoute du monde. C'est pareil sur le plateau de Pascal. Oui. On voit très bien je vois très bien ce que tu veux dire. Une ou deux cautions de gauche qui est là pour faire joli, quoi, pour faire peu de fleurs. Et tout le reste, c'est réaction à fond les ballons. Je ne sais pas si vous avez vu la super drôle parodie, d'ailleurs, qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux de l'heure des pros, de Pascal Pro. Enfin, ils te mettent en scène ça, et toi, tu te retrouves complètement coincé, et tu te retrouves à ne pas pouvoir... Enfin, si tu t'interdis de dire non, nous allons poser les questions différemment, si tu t'interdis de dire ça, tu es coincé. Parce qu'à la question, faut-il déporter les Arabes ou les mettre en prison, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, tu peux voter, hein. Tu peux avoir le droit de voter, tu peux faire un super beau vote sur le plateau de Cyril Hanouna. De toute façon, tu es coincé. Et pareil, quand il te dit j'avais vu, moi, la scène que j'avais vue, c'était pas sur la peine de mort, mais c'était sur pédophilie. Et où, du coup, sur les crimes pédocriminels. Et où, du coup, il te construisait le truc où tu avais le choix entre voter sur il faut être laxiste vis-à-vis des pédocriminels ou alors il faut qu'ils aient pas le droit à un procès. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de nuances, effectivement. Exploser l'état de droit. Mais du point de vue de Cyril Hanouna et du point de vue du téléspectateur, en fait, qui n'a pas que ça à foutre, qui est en train de préparer la bouffe en même temps, ou de faire son linge, ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, genre qui se pose pas devant le truc en y réfléchissant de manière méthodique et tout ça, en fait, ça a toutes les apparences de la démocratie, effectivement, mais une démocratie profondément pervertie, et en fait, c'est elle qu'on est en train d'avoir en France. Cyril Hanouna, c'est le reflet grotesque, caricatural, de la déliquescence démocratique en France, où effectivement, on n'a jamais le droit de rien choisir, et où même quand on vote des trucs comme traité constitutionnel européen, en fait, c'est un sondage, tu vois. Ça passe pas dans la loi, ça compte pas pour de vrai quand on vote. Ce qui compte pour de vrai, c'est la décision qu'ils ont prise avant, parce qu'en fait, toutes les billes sont pipées d'avance. Donc c'est super intéressant, je pense, de critiquer Hanouna du point de vue, évidemment, des intérêts qui servent, et il le dit lui-même dans la séquence avec Louis Boyard, il te dit, moi, de toute façon, je crache pas dans la main qui me nourrit. Donc c'est bien, au moins ça clarifie les choses. Et il faut aussi critiquer la forme que prend le dispositif et qui est vachement banale et qui existe vachement au-delà d'Hanouna. Ce truc de je vais écouter tout le monde, tu vois. Je vais écouter le nazi, je vais écouter le libéral et la vérité doit être entre les deux. C'est ça que fait Hanouna. Ça, par contre, on le vit en permanence dans la vie politique et il faut le dénoncer fermement, même quand c'est pas Hanouna qui le fait. Est-ce que ce serait pas justement le choix entre la peste fasciste et le choléra bourgeois, finalement l'unique question qui est sans cesse posée, qui a donné ce titre à ce live. Tout était prévu, bien sûr. C'est super compliqué. Parce que, moi, ton titre, il m'inspire deux réflexions. La première réflexion, c'est de qui on parle. Peste fasciste ou choléra bourgeois, c'est une question qui s'applique à Marine Le Pen, par exemple. Parce qu'en fait, elle est les deux. Peste fasciste ou choléra bourgeois, mais en fait, elle est les deux. Voilà, c'est des hydres à deux visages, mais il y en a un toujours qui s'affirme un peu plus que l'autre. Mais c'est un faux choix. La question se pose sur Macron. Est-ce qu'il est en train de construire l'ultralibéralisme ou est-ce qu'il est en train de construire le fascisme? Moi, personnellement, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas en train de construire le fascisme, mais en tout cas, il donne quand même quelques indications dans ce sens-là, tu vois. Et ce qui est terrible dans ce type d'alternative, c'est qu'il en manque une. Et c'est ça le drame du débat permanent entre BFM TV et CNews, c'est que tu as les libéraux d'un côté, tu as les fascistes de l'autre. En réalité, il manque le camp des rouges, il manque le camp de la transformation sociale. Et la vraie alternative qui se pose à nous pour l'avenir, c'est pas, je crois, c'est pas les libéraux ou les fascistes, c'est le socialisme ou barbarie. C'est-à-dire que si on ne parvient pas à faire la révolution sociale, on aura les guerres mondiales, on aura les dérives autoritaires, et les fascistes et les libéraux seront ensemble pour les faire. Mais par ailleurs, c'est quelque chose qui avait été quand même pensé par la gauche depuis un certain temps, c'est-à-dire le fait de posséder ses propres médias pour pouvoir participer à ce débat sans pour autant que ces deux hydres s'affrontent en permanence, le libéralisme ou le fascisme. Et donc c'est pour ça que la gauche a créé par exemple, il y a très longtemps maintenant, mais l'Humanité, ou tous les journaux locaux. Salut bien sûr aux travailleurs alpins, n'hésitez pas à vous abonner. C'est aussi peut-être pour ça que nos révolutions existent, et c'est aussi pour ça que la France Insoumise avait créé le média à l'époque, qui est devenu Blast. Enfin, il y a toujours le média, mais il y a une itération du média qui est devenu Blast. Et finalement, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que nos espaces politiques, notre espace politique, celui du progressisme, celui du travail contre le capital, et surtout pas celui du fascisme, des antifascistes, il se constitue parce qu'il n'a pas d'argent, hein, puisque la bourgeoisie, sa grande capacité, c'est à accumuler des capitaux. Et donc, ils ont beaucoup plus de moyens que nous, mais nous, peut-être, pour donner un petit peu d'espoir, c'est que notre force, c'est qu'on arrive à investir des nouveaux espaces, et l'espace Internet, même s'il est un petit peu concurrencé avec notamment les fascistes, hein, qui sont très présents sur cet espace-là, mais on arrive à exister.
à cet endroit-là. On arrive à exister. Blast fait des choses extraordinaires, formidables. Je veux dire, moi, je suis extrêmement admiratif de ce qu'ils sont en capacité de proposer. On a énormément de gens, d'individus, comme nous, mais aussi d'individus vraiment une seule personne, quoi, qui proposent des choses sur Twitch, qui proposent des choses, et on voit qu'il y a une multiplicité, une archipel d'espaces d'expression progressiste qui est en train de se constituer. Peut-être qu'il faudrait qu'on se parle davantage, qu'on se rencontre un petit peu plus pour mettre un peu en commun nos moyens et nous faire tous un petit peu grandir. C'est peut-être un enjeu pour la suite, parce que face à nous, il y a des géants. Contre les géants, il faut qu'on soit des fourmis bien organisées et qui fonctionnent tous ensemble. Voilà, moi je résiste pas à l'envie pressante de vous raconter une anecdote. Moi j'ai très peu regardé Touche pas à mon poste, ça m'est arrivé quelques fois comme tout le monde je pense, mais il y a vraiment une fois, c'est un souvenir impérissable, c'était un peu après les confinements machin, alors je zappe machin à la télé, puis je tombe sur Touche pas à mon poste et là j'ai vraiment un moment où j'ai regardé pendant 45 minutes et j'ai eu une sorte de bug dans mon cerveau, puisque c'était un débat sur la sorcellerie et ils avaient invité une sorcière qui était accusée par des influenceurs d'être une sorcière qui pratiquait même la magie noire, et elle s'est défendue bec et ongle pour dire qu'elle pratiquait uniquement la magie blanche. Et il y avait vraiment ce moment particulier suspendu où il y avait de la suspension d'incrédulité, où la sorcellerie existait manifestement. Alors je critique pas ceux qui y croient ou quoi, hein, c'est vos croyances, tout ça, mais c'est quand même particulier de voir ça devant des millions de téléspectateurs, d'avoir un débat sur la sorcellerie. Bref. Mais ça ne suffit. Mais je vous propose qu'on parle d'un sujet malheureusement beaucoup plus grave en fait, qui est celui des manifestations d'extrême droite. Alors certains disent ultra droite, d'autres disent extrême droite, mais on va dire qu'on les range tous un petit peu dans le même paquet. Hein. Il y a ceux qui assument plus leur volonté fasciste et il y a les autres qui veulent prendre le pouvoir, mais on sent qu'il y a quand même un fond commun. Puisque suite au drame qui a lieu à Crépol avec le jeune Thomas, donc dans un bal de village, hein, comme on en connaît tant, il y a eu des coups de couteau qui ont été donnés, enfin ça a été un bain de sang terrible, il y a un jeune qui est mort, et donc l'extrême droite a pris parti d'hystériser notre pays autour du concept de francocide, c'est-à-dire du fait qu'il y aurait quelque part des jeunes islamistes qui auraient pour volonté principale de tuer des Français. Alors qu'on ignore évidemment les circonstances exactes du drame. Il y a plusieurs narratifs qui s'affrontent. Alors c'est un vieux gimmick de l'extrême droite, hein, vous le connaissez, c'est généraliser un fait divers pour servir son agenda. Et donc on dirait que le narratif justement de l'extrême droite sur l'ensauvagement est de plus en plus accepté justement dans les médias bourgeois, dans la sphère politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être Marie Déjà, moi j'ai vu un peu les vidéos, notamment à Paris, puisqu'il y a eu une nouvelle manifestation là, il y a 2 jours, ouais. Avec notamment des slogans racistes, etc. Moi je pense à tous les gens aussi à qui ça fait peur et qui sont directement visés par ce type de slogan. Parce qu'on se dit effectivement qu'ils sont prêts un peu à tout. Après, c'est une nouvelle étape en quelque sorte dans la progression de l'extrême droite. C'est une nouvelle stratégie ou nouvelle étape. Nouvelle stratégie ou nouvelle étape. Je dis ça parce que j'ai vu aussi que apparemment le Rassemblement national jeune a envoyé un message à ses membres pour leur dire de ne pas y participer, pour ne pas risquer d'être associés à la manifestation, etc. Bon, ce qui montre quand même que les liens sont directs avec la manifestation s'ils ont besoin d'envoyer un message à leurs membres pour ne pas y participer. Ça veut dire que ça allait un peu de soi qu'ils allaient y aller, quoi. Donc voilà, ça montre qu'il y a une forme d'organisation qui est en train de se faire de l'extrême droite, y compris pour avoir des sortes de, je ne sais pas si c'est des milices ou en tout cas une nouvelle stratégie avec des nouveaux modes d'action qui sont à prendre au sérieux et qui sont dangereux. Ouais. Ouais, carrément. Et du coup, moi, je voulais vous parler un petit peu parce que ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère, moi,
me livre un petit peu. J'ai fait mon lycée à Romans-sur-Isère. J'ai passé des années là-bas. J'ai énormément d'amis qui viennent de Romans. J'y vais régulièrement dans cette Drôme-là. Et y compris, moi, j'ai grandi dans ces balles populaires. Hein. J'ai grandi à Vassy-en-Vercors, à la Chapelle-en-Vercors, où l'été, il était un peu rythmé par les balles avec les copains. Et des fois, effectivement, il y avait des bagarres, machin. Et ça m'a vraiment extrêmement choqué de voir que dans ce lieu où j'ai grandi, il pouvait y avoir des milices d'extrême droite qui venaient, donc pour ceux qui connaissent la Monnaie, hein, c'est un quartier populaire où effectivement il y a un certain nombre de problèmes. J'avais été un petit peu bénévole dans la ludothèque à l'époque là-bas, donc il y a plein de soucis, mais de voir ces milices-là qui manifestement d'ailleurs avaient reçu des informations confidentielles sur les prévenus, donc les personnes impliquées dans la rixe, et donc qui cherchaient manifestement à pratiquer donc des ratonnades, c'est-à-dire tabasser au hasard dans les rues des personnes qui sont arabes ou qui sont noires, gratuitement en fait, sans autre motif que leur couleur de peau, et de voir ça dans un endroit où j'ai grandi, qui est vraiment une petite ville de province, comme il y en a énormément. Enfin, je regrette d'avoir utilisé province immédiatement. Pas une petite ville de France, quoi. Et je trouve ça horrible. En fait, je trouve ça extrêmement choquant. Et on se dit que ça peut arriver partout. On se dit que partout ils peuvent débarquer, ils peuvent arriver et tabasser des gens qu'on connaît, des copains avec qui on a grandi. Je sais pas si je suis très clair, c'est un peu l'émotion, mais je trouve ça extrêmement préoccupant, extrêmement choquant. Et j'en parlais avec des copains de Romans-sur-Isère. On est tous vraiment très affectés par cette histoire. Et surtout que on sait que dans les balles, voilà, ça aurait pu tous nous arriver, hein, ces horreurs-là. Et même je pense au jeune Thomas, moi je connais pas ses idées, je le connais pas ce monsieur, mais je me dis putain, ça doit être affreux pour sa famille de voir que cette mort horrible, ce drame, il est instrumentalisé par ces gens, tout ça pour servir leur projet ignoble, et de créer encore plus de violence, plus de haine, plus de déchirement, plus de fractures. Voilà, je trouve ça terrible, alors qu'un bal, justement, c'est censé nous rassembler, de boire un coup et de passer un moment tous ensemble. Donc voilà. Donc je sais pas, vous peut-être, Hugo, toi, parce que je sais que t'es un petit peu plutôt de Nanterre, t'es pas vraiment un vrai Grenoblois, t'es plutôt une personne de Nanterre, et juste à côté de chez vous, à Paris, c'est rare aussi d'avoir vu en centre de Paris 200, j'ai lu dans la presse 200 nazillons, on va les appeler comme ça, manifester. Est-ce que toi ça t'a choqué aussi? Moi, d'abord, je pense que c'est super important le témoignage que tu viens de donner sur la manière dont tu as vécu la série d'événements, parce qu'il y a un truc que j'observe beaucoup depuis plusieurs années. Moi aussi, on n'a pas la même trajectoire, on n'est pas exactement de la même génération et tout ça, mais moi aussi, je viens d'un petit village du sud-ouest, pas d'Isère, je viens d'un petit village du sud-ouest. Et ce que j'observe depuis plusieurs années, c'est qu'en fait, la jeunesse des classes populaires ou moyennes qui vient des zones périphériques du pays, elle est très largement instrumentalisée dans le débat public. On parle à sa place, on dit à sa place ce qu'elle ressent, on utilise les drames qu'elle traverse. On traverse des drames, parce que c'est des endroits qu'on maltraite, qu'on traite mal et qu'on méprise aussi. Et du coup, de fait, ça engendre des catastrophes humaines. Et je trouve que c'est vraiment super, super important de le dire à chaque fois. On parlait tout à l'heure des Juifs américains et tout, et de dire à chaque fois, non, pas en notre nom. Nous, moi j'en viens. C'est clair. Pareil, tu vois, j'ai fait mon lycée dans un petit village, quoi. Enfin, pas le lycée, c'était un village un peu plus gros, mais j'ai fait mon collège dans un tout petit village, pour le coup. Et c'est super important qu'à chaque fois, on soit là pour dire, non, moi, quand oui, il y a plein de problèmes qui se manifestent, mais ne faites pas ça, c'est dégueulasse, quoi. C'est répugnant, cette manière d'essayer de s'emparer de ça pour créer des ferments de guerre civile comme ils le font et tout ça, donc il faut le rejeter. C'est vraiment super important ce que tu viens de dire. Tu disais que tu étais en lien avec tes potes de l'époque et tout. Moi, je sais pas, je te glisse l'idée, t'es pas du tout forcé et tout, tu fais comme tu veux, mais je trouve que ça serait intéressant, y compris sur nos révolutions peut-être, qu'on puisse publier des témoignages et tout, parce que politiquement, c'est important que le pays se rende compte et apprenne le fait, parce que les gens ne le savent pas, évidemment, quand t'es en Nanterre, je sais pas comment les gens vivent dans le périurbain, se rendre compte que c'est pas vrai, que le périurbain, est pas à l'image de ce que décrit Marine Le Pen ou de ce que décrit Éric Zemmour, qu'il y a des gens généreux, tolérants, qui veulent sortir de ce truc dans lequel on essaie de nous enfermer. Je trouve ça vraiment super important. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut quand même prendre le réflexe de le dire quand on commente la manif des miliciens là, à Romans-sur-Isère et à Crépol. Il faut quand même rappeler que c'est un échec lamentable, leur manif.
Les gens commentent pas. On entend beaucoup, ah, c'est horrible, les nazis dans la rue et tout machin. Ouais, d'accord. Mais rappelons quand même qu'ils se sont fait éclater par les habitants et par les flics. En réalité, ils n'ont pas trouvé de soutien. C'est des gens qui venaient de Rennes, qui venaient de Mayenne, qui venaient d'un peu partout en France, et c'est pas du tout des gens qui venaient du bled. Parce qu'en fait, les gens qui viennent du bled, bah, ils sont effarés parce qu'ils ont perdu un gosse, quoi. Enfin, je sais plus, il a 16 ans, quoi, Thomas. Ouais, 16 ans. Ouais. Ils ont perdu quelqu'un, donc ils sont tristes, ils ont de la peine. Évidemment, ils ont sans doute une opinion politique sur la France, sur comment il faudrait que ce soit, mais il n'empêche qu'ils n'étaient pas en train de manifester et en train de chercher à faire une ratonnade, que ça n'est pas vrai, que ça n'est pas eux. Et ce qu'indique cette manifestation, le fait qu'elle se soit très mal passée pour ses initiateurs, moi je trouve que c'est quand même un signe intéressant. Le signe, c'est que la France n'est pas prête du tout pour le fascisme. C'est quand même des disciples qui, comme des SA, là vraiment ils ont fait à la SA, quoi. C'est-à-dire je manifeste pour intimider dans les rues. Ben, les flics, ils les ont arrêtés. Moi, j'aurais pas parié, tu vois, par exemple. On entend beaucoup dans les milieux de gauche radicale et tout. Ouais, les flics, ils sont entièrement en collusion avec. Bon, là, il faut que j'apporte une nuance, c'est que sur cette affaire-là précisément, ils ont dû ramener des compagnies de CRS qui n'étaient pas de la région parce qu'il y a eu manifestement dans la presse, j'ai pu lire ça, la presse régionale, qui avait eu de la part des policiers locaux une menace de mise en grève si on les mettait sur ce terrain-là. Donc, je nuance juste un peu ton propos. Ah ouais, du coup, tu as raison de le nuancer, mais ça veut dire qu'il se trouve des troupes dans le pays qui sont prêtes à agir résolument contre les manifestations d'extrême droite, et il s'est trouvé des habitants pour agir contre cette manifestation. Donc c'est quand même une leçon qu'il faut retenir, quoi, qu'il faut diffuser, et il faut il faut le dire, quoi, que les gens de nos villages et de nos villes ne veulent pas des fachos. Parce que visiblement, c'est vrai, et visiblement, ils ont été très déçus, les fachos, de ce qu'ils ont trouvé en arrivant. Et tu vois, dans le commentaire, on les présente un peu comme invincibles, c'est incroyable, quoi. Comme invincibles, alors que leur journée, c'est fini par la fuite. Et moi, je veux juste ramener un petit truc sur l'expérience un peu personnelle, mais faut voir aussi que, voilà, gros big up au lycée Albert Triboulet à Romans-sur-Isère, bien sûr, où se mélangeaient des gens comme moi, des petits gars de la montagne qui descendaient parce qu'en fait il y avait 1h30 de bus pour aller au premier lycée venu, où il y avait des gens de la Monnaie, le quartier populaire, des gens aussi du centre-ville de Romans, donc avec un peu plus des classes moyennes, etc., un peu plus de moyens, et qu'en fait on s'est tous mélangés, qu'on est tous devenus copains et qu'il n'y a pas eu de soucis. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il n'y a pas de déchaînement de haine ou d'un camp contre l'autre, parce qu'en fait on se connaît, on est amis, on se connaît depuis longtemps, on passe des bons moments ensemble, on a des souvenirs communs, et qu'on sait qu'on appartient finalement au même peuple, et qu'on a plus de choses en commun entre nous que ces espèces de tarés de néo-nazis qui viennent chez nous en plus, alors qu'ils viennent même pas du coin, pour venir foutre le bordel et venir attaquer nos copains. Voilà, c'est ça aussi l'histoire. Et puis ensuite, franchement, ça c'est mon opinion personnelle, mais obéir à un type qui se fait appeler Gros Lardon, faut quand même vraiment être une grosse bande de nazes. Parce que faut quand même rappeler ça un ordre de Gros Lardon, hein, super. Il y a un truc que je te conseille, je sais pas si tu as lu ça, Théo, Marie aussi d'ailleurs, et c'est un bouquin c'est le Goncourt 2018, c'est de Nicolas Mathieu, qui s'appelle Leurs enfants après eux. Et en fait, ça raconte l'histoire de Crépole. Évidemment, c'est pas exactement la même, ça se passe pas au même endroit et tout ça, mais ça se passe dans les années 90, et ça raconte les tensions grandissantes dans un petit territoire de Lorraine entre les gosses d'un village, quoi, et les gosses de la cité d'à côté. La manière dont les haines peuvent s'enraciner, mais les amitiés aussi, et les amours même. Et c'est un très très beau livre qui montre qu'en fait, les gens sont pris dans des contradictions terribles, mais qui sont jamais réductibles à la grille de lecture réactionnaire qui nous est placée dessus. Et simplement que les gens sont des gens, que c'est compliqué de vivre, qu'il y a des criminels dans les villages ou dans les quartiers, qu'il y en a partout des criminels, et que essayer de ramener des gens à la criminalité de tel ou tel individu, c'est toujours le meilleur moyen pour empêcher la coexistence dont tu parlais, et qui en fait est la règle dans plein de territoires en France. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça se passe au début des années 90. J'y pense parce que, je retiens bien ça, parce que la bande son, en gros, sur laquelle deux héros tombent amoureux, c'est Teen Spirit de Nirvana. Et du coup, ça se passe dans les années 90. Aujourd'hui, on te dit, oui, la France, c'est en plein délitement et tout, c'est super nouveau et tout. Bon, en fait, il y a Nicolas Mathieu en 2018 qui écrivait un roman en racontant ce genre d'événements dans les années 90. Donc, sur les grands biais de conformation d'après lesquels, oui, en fait, la France est en train de basculer, il faut aussi se tranquilliser, regarder tranquillement les chiffres et voir, par exemple, que la criminalité et les homicides volontaires baissent en France. Ils ne montent pas, ils baissent. Par contre, ils n'ont pas le même traitement médiatique, tout simplement parce que, comme tu le disais très justement, il y a des gens qui ont un agenda politique qui consiste à séparer et à susciter de la haine entre des gens
qui sont amis depuis les lycées. Et évidemment, cette amitié-là rend impossible l'hypothèse réactionnaire que souhaite le Rassemblement national. Yes. Je vous propose qu'on passe au grand jeu de ce soir, le jeu de citations. Donc n'hésitez pas dans le chat si vous voulez jouer avec nous. Il s'agit d'essayer de deviner la personne qui a dit une citation. Et c'est que des citations réelles, donc c'est plus dur que la dernière fois. C'est pas vrai ou faux. Et si vous l'avez pas, c'est pas grave. C'est des citations, voilà, c'est un petit peu un jeu pour tester votre connaissance générale, essayer de voir voilà, comment vous extrapoler autour d'une citation qui n'est pas forcément ultra connue. Voilà. Donc la première d'entre elles, c'est... J'allais imiter le type en question, je vais pas le faire du coup. La meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est de les ignorer. Je sais pas. Vous pouvez piffer, hein. Non, la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est de les ignorer. C'est pas Jacques Chirac? C'est pas Jacques Chirac. Mais c'est son espace politique. Non, je vois pas. Eh ben, c'était Nicolas Sarkozy lors d'une conférence de presse à l'Élysée en 2008. Ce qui nous en apprend beaucoup. Voilà, la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est de les ignorer. Merci Nicolas. Alors un autre. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Elle est un petit peu plus connue. Mais c'est hyper dur à deviner, hein, je vais pas vous mentir. Je sais pas, Harry Seldon dans Fondation, non, c'est rien. Et non, c'était Jacques Chirac ce coup-ci, véritablement, lors d'un sommet international en 2000. J'en ai une troisième, qui est un petit peu rigolote parce que, et là je vous donne un indice, quelle hypocrisie. On ne peut pas laisser les entrepreneurs tranquilles, sinon ils feraient n'importe quoi. Macron? C'est pas Macron, c'est le proto-Macron. C'est le maire, Darmanin? Non, le Macron origin story, quoi. Le pré-Macron. Hollande? C'est bien François Hollande, bravo Marie. Et voilà, vous voyez quelle indignité. Quelle indignité. Hashtag choqué et déçu. Exactement. Alors celle-là, elle est un petit peu... Elle est bien. La France, c'est un véritable fromage, avec ses hauts et ses bas, mais toujours délicieux. Je sais pas, ça fait... Tu sais, les vieux mecs qui sont toujours sur la France des territoires et tout, genre Wauquiez, un mec comme Wauquiez. Non? Non, c'est plus... c'est plus OSS 117, si vous voulez. On voit pas. Eh ben c'est Emmanuel Macron évidemment, puisque vu qu'il parodie, il fait du RP de OSS 117 en permanence, bah là il a pas pu s'en empêcher. C'était un discours en 2017. Mais ils sont durs tes quiz. Ah, ils sont hyper durs. Ceux-là sont vraiment durs. Bon, je vais vous en sauter 2-3. Non, vas-y, continue. Mais j'en ai une. Les jeunes doivent s'impliquer en politique, sinon la politique s'impliquera dans leur vie. Très juste, en réalité, mais la personne qui l'a prononcé, c'est moins évident. C'est vraiment l'arrière-garde, hein. Là on est quand même sur du gros ringos. Donc c'est récent. C'est récent, ça date de 2019. Giscard était déjà mort? Ah oui. Moins ringos que Giscard, hein, quand même, un peu plus contemporain. C'est pas quelqu'un comme Lionel Jospin, quelque chose comme ça? C'est un peu la même vibe, même c'est pas le même espace politique, mais c'est la même vibe Lionel Jospin, tu vois. Vibe Lionel Jospin, pas le même espace politique, donc un mec de droite. Attends, on va quand même essayer de le trouver. Raffarin? Non. Raffarin, putain. Balladur? Non, il est toujours là, on le voit toujours, hein, mais il est vraiment, voilà, il est nul, quoi. J'ose pas dire de Villepin, parce que vu que vous l'aimez tous beaucoup, vous devez aller m'en vouloir. Non, n'oublie pas les autoroutes. Alors, un mec... je sais pas, Xavier Bertrand? Non. Fillon? Plus connu, non, moins connu que... Enfin, ouais, à peu près autant connu. Il est vraiment très connu, hein. Mais voilà, c'est un peu un... Finalement... Non, finalement, c'est fait... Non plus... C'est un type qui s'est fait doubler sur son propre espace, voilà, il a... C'est un peu l'histoire d'un grand échec, quoi.
Un type qui s'est fait. Ouais, il y en a quelques. Bah, c'est Dominique. Édouard Philippe? Non, parce que non. Édouard Philippe, il a encore une chance, on va dire, malheureusement, mais là, c'est vraiment, il est finito, mais il essaie quand même d'exister et il s'agite beaucoup. Copé? Non. Non, j'ai dit tout à l'heure. Non, je sais pas, je vois pas du coup. Putain. Eh ben, c'était François Bayrou, bien sûr. Oh, Bayrou, c'est vrai, j'ai oublié son existence, ce gars. Oh. Et donc voilà, bon, la citation n'a pas grand chose à voir, mais au moins, les indices étaient rigolos. C'est bien sympa de nous avoir rappelé l'existence de François Bayrou. Alors là j'en ai une qui est pas mal parce qu'elle est hyper bizarre. En politique, on doit apprendre à danser avec les loups sans perdre son innocence. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une personne très connue qui a dit ça. Allez, vas-y, donne-nous un indice quand même. Parce que Un indice, c'est une femme et elle est maire d'une grande ville. Ouah, trop d'indices. Aubry. Ouais, bien joué. Bien joué, Marie, c'est bien. Martine Aubry. Ah, c'est Aubry. Danser avec les loups sans perdre son innocence. Ouais. C'est un peu... Elle a un truc avec les loups sur les images. Hein. C'est vrai? Elle a déjà fait c'est pas elle, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup? Ah, je sais pas. Ah, mais oui, je crois que c'est elle. Bah oui, bah écoute, ça doit être une fan de Johnny qui a des t-shirts avec des loups qui hurlent à la lune ou je sais pas quoi. Alors celle-là, elle est pas mal. La politique, c'est comme l'alpinisme. Les sommets sont souvent glissants, mais la vue est magnifique. Et autant vous dire que c'est quelqu'un avec beaucoup d'ambition qui a dit ça, évidemment. Sarko? Non. Quelqu'un avec beaucoup d'ambition. Darmanin? Non, c'est pas Darmanin, ça aurait pu, mais non, c'est pas Darmanin, c'est un peu dans le même genre. Hein. Dussopt? Non, lui, la vue n'a pas été magnifique pour lui. Il s'est scratché sur la paroi et puis... Clairement. Valls? Ah, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, non, c'est pas Emmanuel Valls. Ah, on l'a dit tout à l'heure, merde. Ouais. Merde. On l'appelle le double face de la politique française. Copé, du coup? On a parlé de Copé. Non, il essaye de faire... Il a régulièrement essayé de faire un cosplay d'un blaireau IRL. Quoi? Oh là, c'est un gros indice quand même. Tu m'as perdu. Ah bah non, là, tu m'as annulé toute hypothèse. Ouais. Je sais pas de qui tu parles. Et bah c'était Édouard Philippe, bien sûr. Ah. Le moment où il avait la tête à moitié blanche et l'autre moitié à moitié noire, c'était très bizarre. C'était ça ta vanne, ok. Et enfin, j'en ai une petite dernière à vous proposer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, mais en politique, on peut toujours faire des crêpes. Putain, mais... Ce qui est complètement débile, parce qu'il faut évidemment casser des œufs pour faire des crêpes, mais bon. On peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, en plus. Pécresse? Non, c'est un peu aussi loser sur 20, quoi. C'est quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition et qui n'a pas beaucoup assouvi. Royal? Exactement, c'était Ségolène Royal. Bravo. Bien joué. Bah Marie, je crois que t'as gagné, hein. T'en as trouvé au moins 3. Ça lui ressemblait, même. Voilà, mais d'ailleurs, si dans le chat où vous avez des idées de quiz, n'hésitez pas parce que ça commence à devenir un peu dur. Bref, je vous propose qu'on parle un petit peu, notre sujet suivant, c'est de la COP 28, donc qui a débuté là il y a quelques jours et qui se passe à Dubaï. Et ce qui a évidemment beaucoup choqué, beaucoup fait réagir, c'est que la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut parler d'écologie, avancer véritablement sur ces enjeux avec des grands groupes dont l'existence même repose sur l'exploitation des énergies fossiles. Et là, grand groupe, là je parle même d'un État, puisque Dubaï dépend entièrement pour sa survie des énergies fossiles. Ouais. Je parle en premier, Marie, ça te va? Oui, vas-y. Moi, à la fois, t'as raison, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de grotesque, quoi, dans cette COP. T'as le type, là, le président de la COP, j'oublie toujours son nom, Sultan machin truc, qui, reporter a sorti l'info, je crois que vous l'aviez mis dans notre veille politique, qui s'appelle Medusa, et sur laquelle il est possible de s'abonner. Mais le type dealait des contrats pétroliers pendant la COP. Il profitait de la COP, quoi, qui fait qu'il y ait plein de dirigeants, de chefs d'État qui sont réunis et tout, pour pouvoir dealer des contrats pétroliers. Donc évidemment, il y a un aspect vraiment... Enfin, ça n'a pas de sens, c'est risible, c'est grotesque, etc. Parce que, y compris
les pays du Golfe ont une pratique de ces négociations internationales qui est très décomplexée, où ils sont en mode, enfin, ils prennent pas les pincettes que les Occidentaux ont pris l'habitude de prendre, ils font pas semblant comme les Occidentaux ont pris l'habitude de faire semblant, et notamment les Américains, parce que les Américains, ils sont super forts avec Obama, avec Biden et tout, pour expliquer qu'ils sont là pour sauver le monde et pour faire des grands discours, et pour finalement ne pas signer, par exemple, le protocole de Kyoto. Donc, t'as vraiment cet effet-là qui se saute aux yeux, mais il faut quand même pas que le grotesque des organisateurs exonère des pays comme la France, qui effectivement ne sont pas des producteurs de pétrole, mais qui eux aussi dépendent très lourdement du pétrole pour leur croissance, dépendent très lourdement du pétrole pour leur consommation. Il faut mesurer le fait que la France apparaît sur les graphiques internationaux comme un pays très largement décarboné, parce que en fait, ces statistiques ne comptent pas le carbone importé, c'est-à-dire le carbone qui est matérialisé dans les marchandises qu'on importe en France. Du coup, on compte simplement le carbone qui est consommé, enfin qui est émis en France même, alors même que les pays comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, comme les pays du G7, quoi, si tu veux vraiment la liste, c'est ces pays-là qui occasionnent l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, et ça serait eux les premiers qui devraient être capables de donner l'exemple et d'envoyer un signal fort à l'ensemble de la planète, et c'est eux les clients des pays du Golfe. Donc ils peuvent critiquer, dire le pays du Golfe joue pas le jeu. Écoute, quelle hypocrisie, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Et toi, Marie, ça te fait un petit peu réagir Ouais, finalement, la question que j'avais envie de vous poser, c'est un peu la question révolution-réformisme. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des producteurs de pétrole autour de la table, ou est-ce qu'il faut faire sans eux et leur imposer des trucs, sachant qu'ils vont bien sûr résister par tous les moyens? Oui, moi je partage ce que dit Hugo, et je trouve que c'est une hypocrisie ce qui est en train de se passer. Et moi je voulais partager quand même une autre hypocrisie, un autre scandale. C'est aussi que cette COP, elle a été préparée et permise par l'exploitation d'ouvriers immigrés dans des conditions qui ont travaillé dans des conditions assez horrible, et alors qu'une partie de la COP, c'est aussi sur la question du changement des conditions de travail avec le changement climatique. Donc c'est une hypocrisie supplémentaire, mais je vais en parler parce qu'en parallèle, il y a des mobilisations en France qui voient le jour sur les Jeux Olympiques et sur le même sujet, avec la même exploitation de travailleurs migrants, quoi. Oui, c'est vrai que ça ajoute de l'hypocrisie à l'hypocrisie, mais ouais, je sais pas, est-ce que la COP28, petite dernière question ce sujet-là, est-ce que ça peut soulever des espérances, ou les plus 18 degrés en 2100, c'est pour notre pomme? En tout cas, ça fait tomber des masques, et c'est toujours utile en politique de faire tomber des masques, parce que le principal levier de l'action politique, pour répondre à ta question, parce que Marie a répondu, mais pas moi, moi je suis d'accord avec toi, sur le fait que tout ça nous montre que seule l'action politique révolutionnaire peut nous permettre de sortir de ces situations infernales dans lesquelles ils nous ont mises, mais seule l'action politique révolutionnaire, pas simplement contre les pays, contre les États exploitants de gisements de pétrole. Et nous, en France, on a Total, par exemple, qui est au cœur du problème, et Total, par exemple, qui se charge, qui est opérateur de plein de puits de pétrole dans le monde, en Russie, et puis aussi dans les Émirats arabes et dans les pays du Golfe. Donc je pense qu'il est assez important de se dire, c'est la vieille formule des révolutionnaires du début du XXe siècle, mais l'ennemi principal est dans notre pays, et c'est trop facile d'aller cogner sur l'ennemi principal dans le pays voisin, alors que chez nous, on a le même, nous on en bénéficie de Total, parce que ça fait une rente pétrolière pour la France, etc. Donc je suis d'accord avec toi, seule l'action politique révolutionnaire, et du coup là aujourd'hui cette COP, en fait, ce que permet le côté un petit peu caricatural des organisateurs, c'est que les gens le voient, et c'est que du coup tous les jolis discours en fin de COP, mais la communauté internationale avance pour machin, bon, tout le monde voit bien que c'est de la foutaise, et du coup la conscience avance. Chez eux, les gens devant leur télé, ils en parlent, et ils se disent bon, ça rime à rien, ça avancera pas comme ça, donc il faut qu'on s'y prenne autrement. Et c'est ça qui jette les gens dans l'action politique, c'est quand ils se rendent compte que les gens à qui ils ont délégué le pouvoir, en réalité, font n'importe quoi avec. Et je pense du coup que c'est une bonne chose à condition, nous-mêmes, je crois, nos révolutions, et puis celles et ceux qui veulent le progrès social, et de populariser tout ça, de
d'informer, de dire, mais vous voyez bien que ça mène nulle part, vous voyez bien qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, qu'ils sont en train de dealer de nouvelles concessions pétrolières en pleine COP, que c'est pas comme ça qu'on va faire, etc. Parce que moi, j'ai une conviction très forte, c'est que l'information, la prise de conscience des problèmes sert de support à l'action et qu'il est toujours bon que les gens connaissent mieux une situation. Et là, ils sont en train de découvrir ce que c'est, quoi, les dessous du capitalisme international et l'immense hypocrisie du capitalisme international. Du coup, tant mieux, et aidons-les à cette prise de conscience. Ça va peut-être faire une vague de cartes pour Extinction Rebellion, en tout cas, peut-être on le souhaite. C'est bien de voir les forces du changement grandir, et c'est vrai que face à ces hypocrisies, elles ne peuvent que grandir, puisque même si on aimerait que les pays arrivent à se mettre d'accord et nous proposent des choses, malheureusement, c'est rarement le cas. Je vous pose un petit dernier sujet, peut-être qu'on fera une émission un peu moins longue que d'habitude, mais sur les Jeux Olympiques, puisque tu l'as mentionné tout à l'heure, Marie. Alors, c'est un peu la saga, c'est un peu notre cheval de bataille, parce qu'à chaque fois qu'on fait une émission, il s'est repassé des folies, des dingueries entre les deux. Et donc, Marie, toi qui est en région parisienne, comme on dit, est-ce que tu es extrêmement contente d'apprendre qu'il te faudra un QR code et un certificat pour te déplacer librement à Paris pendant les JO? C'est absolument scandaleux ce qui est en train de se passer. Je parlais de la situation des travailleurs sur les Jeux Olympiques qui est scandaleuse, mais par ailleurs, moi je vis, comme tu disais, en région parisienne, et je vis plus exactement en banlieue, à Gentilly, où je suis élue, et quand même tout le scandale des Jeux Olympiques, c'est qu'effectivement les habitants qui sont là en région parisienne, en banlieue, vont subir les Jeux Olympiques. Ça va avoir des conséquences sur les transports, sur le quotidien, et sans pouvoir y accéder, sans pouvoir regarder les Jeux en réel. On va être à quelques centaines de mètres parfois d'épreuves qui vont se passer, et au vu du prix exorbitant que ça va coûter, ça ne va absolument pas profiter à personne. Et ça, c'est quand même une injustice et une inégalité extrêmement forte. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait avec Hugo il y a quelques temps, c'est qu'en fait finalement ils sont tellement nuls qu'ils arrivent même pas à faire le pari des jeux. C'est-à-dire que c'est tout l'idée d'un truc comme les JO, c'est de rassembler les gens et qu'ils passent un moment de communion, et politiquement ça peut t'aider, quoi. Quand les gens sont heureux, ils tolèrent mieux leur gouvernement en général. Mais là ils arrivent à faire exactement le contraire, c'est-à-dire à faire subir aux gens qui pourraient y assister le plus facilement, ne serait-ce que géographiquement, un événement qui va rassembler, on peut le supposer, la bourgeoisie internationale qui va venir se faire plaisir dans un Paris, Emily in Paris ou que sais-je, à privatiser les lieux, à remplir tous les Airbnb, à virer les étudiants de leur chambre pour pouvoir profiter grandement, et pour les vrais Parisiens, c'est-à-dire quand même plus d'1 million de personnes, ça va être un enfer, puisque voilà, tu l'as dit, mais ils ont quand même doublé le prix des transports, ce qui est quand même osé. Sachant qu'en général, quand on double un truc... 4 € le ticket de métro. 4 € quand même. 70 € la semaine. C'était déjà rush. Et là, voilà, je sais pas, ça me fait pas rire, mais parce que d'ailleurs, là, je rigole un petit peu, oui, les Parisiens, machin, mais on fait pas trop les malins, peut-être avec Hugo, peut-être on y sera toujours, mais en 2030, c'est dans les Alpes qu'il y aura lieu, probablement, les JO d'hiver, donc ça se trouve, les prochains sur la liste, c'est pour notre pomme, mais on verra. Je sais pas, toi, Hugo, est-ce que ça te fait réagir, ces JO qui finalement servent un peu de prétexte à tester des trucs de surveillance généralisée, globalement. Parce que ces histoires de QR code, c'est ça. T'as la surveillance généralisée, t'as la question des tarifs aussi, avec le doublement du ticket de métro. Mais il y a un truc, vous avez dit tous les deux ce que je pense sur les JO, c'est que c'est frappant à quel point les types planent et du coup se rendent pas compte qu'ils sont en train de rendre même un événement super joyeux comme les JO odieux aux gens, et du coup qu'ils sont en train de creuser des fractures dans le pays qui sont même pas capables de mesurer, quoi. Mais au-delà de ça, il y a un truc, ça inspire quand même un commentaire sur la politique des transports en Ile-de-France, quoi. C'est-à-dire que tu as quand même un réseau de transport qui est un niveau de délabrement qui marche super mal. Le RERB, je caricature un peu, mais pas tant que ça, mais genre, une fois sur deux, tu es quand même sûr que tu vas avoir des galères. Enfin, tu vois, tu as vraiment un réseau qui va mal, quoi.
où il n'y a pas assez de trains, où ils sont vétustes, où les équipements marchent mal, ou etc. Et où en gros, je caricature là encore un peu, en gros, il n'y a que la ligne A quoi, qui va à peu près bien. Et les lignes parisiennes, où ils ont un peu automatisé. Bon. Du coup, tu as une expérience quotidienne faite par les gens de l'Île-de-France de souffrance, quoi, dans les transports, d'entassement, de ça marche pas, j'ai besoin de me lever une demi-heure plus tôt pour anticiper les éventuels retards, enfin tout ça, quoi. Ouais. Ils viennent rajouter des problèmes en 4 € le trajet dans ces conditions-là. Enfin, c'est juste révoltant. Moi, je suis assez convaincu, vu la violence de l'expérience que c'est, quoi, les transports pour aller bosser en Ile-de-France, ou en plus, en général, toi, tu es en banlieue plus ou moins lointaine et tu vas bosser à Paris. Et du coup, tu fais toute l'expérience de la ségrégation territoriale et du fait que, en fait, tu as été relégué méga loin de la ville. Moi, j'ai la conviction que ces trucs-là, les gens les emmagasinent, mais que c'est assez, c'est assez central, en fait, dans la colère sociale en Ile-de-France. Les questions de transport et de statut périphérique que ça engendre et à quel point ça te rend des lieux inaccessibles ou compliqués, ou que c'est compliqué de les rendre accessibles. Et il faut vraiment mesurer. Tu t'en rends pas forcément compte dans une ville de région de 100 000 ou 200 000 habitants que tu peux marcher à pied, par exemple. Mais c'est super courant pour plein de monde de passer 3 heures dans les transports en commun par jour en Ile-de-France. Tu as vraiment 3 heures de ta vie qui est volée par le délabrement de la RATP. Enfin, tu vois, je le dis comme ça. Mais... Ah non, mais après, je nuance un petit peu. Hein, dans les villes moyennes ou les métropoles en France, il y a aussi ces problèmes-là. Hein. Faut pas trop les nier, pas en centre-ville, mais évidemment pour les gens qui habitent un petit peu en périphérie, c'est aussi des grosses galères, c'est aussi des transports qui deviennent de plus en plus difficilement accessibles, c'est aussi des prix qui augmentent partout en France, et il y a un sous-investissement global. Hein. Je comprends que ce soit centré sur Paris parce que c'est évidemment c'est tentaculaire. Le niveau de transport, il faut déplacer plus ou moins 1 million de personnes par jour, ce qui est complètement délirant. Mais simplement nuancer que c'est aussi difficile. Là, je vous cite un petit exemple, mais par exemple à Grenoble, il y a eu une crue centenale, une crue inédite de notre rivière l'Isère, et il y a la voie sur berge qui a été sous les eaux, et donc des gros troncs et tout, et là c'est toujours pas résolu, ça fait plus de 3 semaines, et il y a des bouchons de malades pour tous ceux qui habitent en périphérie pour se déplacer, ce qui implique peut-être pas 3 heures, mais au moins 2 heures dans les transports chaque jour pour ceux qui habitent un petit peu loin. T'as raison de le dire. Moi, je veux juste rajouter sur le prix des transports, on peut se dire le prix des transports va augmenter, mais ça va être c'est seulement les touristes qui prennent des tickets, etc. Moi, je veux dire que ça va toucher des publics particuliers aussi, et notamment, alors les salariés, c'est vrai que beaucoup ont un pass Navigo, mais par exemple, il y a beaucoup de retraités qui n'ont pas forcément un pass Navigo parce que ça coûte quand même 80 € par mois et qui n'ont pas forcément besoin tous les jours de prendre le RER. Mais qui prennent des tickets à l'unité, je sais pas, pour aller au cinéma, par exemple, ce genre de choses. Et c'est aussi, toutes ces personnes-là, donc aussi des gens assez précaires qui peuvent pas payer le pass Navigo en entier, qui vont être touchés par l'obligation, de rester à résidence, quoi. Donc on rajoute de l'injustice, quoi, à l'injustice. Ouais. Bon, on verra, mais peut-être quelque part, cette situation va servir notre camp social un petit peu, parce que, comme vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs, ça nous montre que finalement, il y a des gens qui se font kiffer de fou, et que c'est au prix de notre vie, c'est au prix de notre tranquillité, c'est au prix d'heures passées dans le transport. Pour tous ceux qui vivent ça, et j'en fais partie, c'est difficile au quotidien. Et de voir qu'il y a des gens qui nous imposent ça, et qui le font sciemment, et qui le font pour leur plaisir, ça permet aussi de réaliser qu'on n'est pas dans la même classe et qu'on combat pas pour les mêmes enjeux, et que notre tranquillité et notre vie aussi, elle n'a pas à être sacrifiée pour le plaisir de quelques-uns. Et peut-être que c'est ça qui est un peu intéressant. Écoutez, si ça vous va, peut-être vous avez d'autres sujets à aborder. N'hésitez pas si vous avez vu quelque chose qui a attiré votre attention. Moi, j'ai une petite information, c'est sympa de l'avoir. Je ne sais pas si on l'a diffusé une révolution, si on ne l'a pas encore fait, il faudra le faire. J'ai vu passer l'information d'après laquelle, je ne sais pas si vous aviez vu que un des axes de la propagande de guerre en Israël, c'était
les féminicides et le fait que le Hamas cible spécifiquement les femmes. C'est vrai, par ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais on a reproché, par exemple, à Clémence Guettet, je crois, sur un plateau, que finalement la France Insoumise, en ne refusant de condamner le Hamas, se rendait coupable de ces crimes, de ces féminicides, ce qui était extrêmement choquant. C'est une honte pour 2 raisons. La première, c'est que, d'une part, celles et ceux qui disent ça s'intéressent une fois dans l'année au féminicide, c'est-à-dire la fois dans l'année où ça leur permet de mener une guerre indigne, mais que le reste du temps, il y en a tous les jours des féminicides en France. Le reste du temps, ça serait peut-être intéressant d'entendre leur voix. Et puis la deuxième raison, c'est qu'évidemment, tout ça est au service d'une guerre horrible qui en tuera davantage des femmes, des enfants, puis des hommes. Bon. Et l'information que j'ai vue passer et qui est intéressante, c'est que l'ONU a appris les déclarations du gouvernement israélien en disant, bon, vous dites féminicide massif, etc. Bon, très bien, du coup, on va dépêcher une commission d'enquête pour enquêter sur ce sujet et sur les crimes commis contre les femmes dans les 2 camps. Du coup, c'est l'ONU, tu vois, c'est pas une agence israélienne. Bon. Du coup, ils disent, on va regarder les soldats de Tsahal, les combattants du Hamas, on va regarder les crimes commis contre les femmes qu'ont commis les 2. Et en fait, Israël a dit non, on vous donne pas accès, c'est hors de question. Votre démarche consistant à mettre à égalité, c'est de l'antisémitisme, c'est hors de question. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, toutes les belles âmes qui enrégimentaient la cause des droits des femmes au service de la propagande des guerres, se sont pris un peu les pieds dans leur propre piège parce qu'ils ont donné à voir sous les yeux du monde qu'en fait ils étaient complètement malhonnêtes et qu'ils ne veulent pas voir éclater la vérité puisqu'ils ne veulent pas qu'une commission d'enquête vienne la chercher la vérité. Donc c'est un fait, je pense, dans la période qu'il est intéressant d'avoir en tête et ça m'a frappé, tu vois, ce sujet, on en parlait tout à l'heure, les bébés morts, les féminicides de masse et tout ça, et ce thème d'enrégimenter les crimes contre les civils dans la propagande de guerre, en fait, c'est super ancien. Je relisais un texte parlementaire, des reproches qui étaient faits à Liebknecht. Liebknecht, c'est un marxiste allemand pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, dès qu'il parlait, on lui disait, les autres députés allemands, lui disaient, mais en fait, en parlant contre la guerre et contre l'armée allemande, en fait, ça veut dire que vous êtes complaisant avec le fait que les soldats russes violent les femmes allemandes. Et en fait, c'est un thème, tu vois, c'est un thème comme ça qui depuis 100 ans, qui est le même, etc. Et du coup, c'est super compliqué de s'en prémunir, parce qu'évidemment, tu as toute une partie des commentateurs de la situation qui sont tentés de dire « Ah ben, j'en ai marre de la propagande israélienne, donc je vais justifier ce que fait le Hamas. » Il ne faut surtout pas le faire, il faut toujours commencer par dire « Non, par contre, c'est vrai qu'ils commettent des horreurs sur des femmes, sur des enfants, etc. » Absolument. Tu vois, voilà, c'est super important. Et par contre, ce n'est pas une raison pour le mettre au service de la propagande de guerre, surtout que le Sahel commet des crimes de même nature, en réalité. C'est vraiment important. Eh ben oui, c'est important de le rappeler. Et toi, Marie, est-ce qu'il y a, t'es pas obligé, mais est-ce qu'il y a une actualité que tu aimerais nous partager spécifiquement ou pas? Si pas, c'est pas grave. Une actualité que j'aimerais vous partager. Non, pas spécifiquement. Non. Ok. Pas de souci. Justement, voilà, on arrive à la fin de cette émission. L'occasion de rappeler une nouvelle fois, n'hésitez pas à aller voir nosrevolutions.fr qui produit énormément d'articles ces derniers temps, articles sur des sujets extrêmement variés. Et j'avoue que ces derniers temps, on se concentre beaucoup sur la politique internationale et qu'il y a de nombreux articles qui viennent un petit peu éclairer ça. Donc on se rappelle des articles sur Jeremy Corbyn, par exemple, l'expérience en Angleterre. Peut-être Hugo, toi t'étais sur une série d'articles que je résumerais globalement comme grandeur et décadence de la République, un petit peu, et des mouvements sociaux. Est-ce que il y a un nouveau volet qui va bientôt s'ouvrir? Ouais, il y a un volet que je suis en train de finir d'écrire là. En gros, c'est une série d'articles, c'est sympa de me donner l'opportunité de le présenter, mais c'est une série d'articles que j'ai voulu faire en bilan des mouvements sociaux du premier semestre de l'année 2023, parce que tu vois, ce qui m'a beaucoup frappé quand on est parti en vacances, quoi. Enfin, tu vois, moi j'ai pris quelques congés au mois d'août, mais bon, la politique, les gens ont arrêté de débattre politique à peu près au même moment, quoi. C'est que j'entendais partout autour de moi que le mouvement contre la réforme des retraites, franchement, on n'avait pas gagné, mais on avait gagné dans les cœurs. Qu'on avait tout bien fait, qu'on avait bien organisé la mobilisation et tout ça, et que vraiment, le gouvernement s'était humilié en ne cédant pas, et que vraiment, on n'aurait pas pu faire mieux.
Du coup, je me suis dit, mais attends, si on n'avait pas pu faire mieux, comment ça se fait qu'on a perdu si on n'aurait pas pu faire mieux? Donc, je me suis dit, il faut quand même mettre en réflexion ce qui n'a pas marché, parce que la prochaine fois, il faut que ça marche, il faut les battre, les types en face. Et pareil sur tout l'épisode autour de Naël, parce que tu l'as dit, moi, je viens de Nanterre. Et du coup, sur ça, ça m'a frappé que dès après le meurtre de Naël et les émeutes, en fait, le commentaire de plein d'acteurs politiques, y compris progressistes, ça soit « Ah, mais en fait, c'est le problème des émeutes. Derrière, c'est un problème de subvention des banlieues. C'est un problème de politique de la ville où il faut mettre plus d'argent dans les équipements des banlieues et tout. » Et ça m'a frappé que personne ne parle du problème central, qui est qu'en fait, il y a un flic qui s'est senti tranquille pour aller flinguer un jeune. Ouais. Je me suis dit, bon, moi, mon opinion très forte sur notre période, de toute façon, c'est dans le titre de notre média, c'est qu'on est dans une période de révolution. C'est-à-dire une période où un affrontement est en cours pour savoir quelle classe va diriger l'État. Toutes les périodes ne sont pas des périodes de révolution. Quand j'étais petit, c'était pas une période de révolution. Quand ton débat politique, c'est un débat entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, t'es pas dans une période de révolution, tu vois. T'es dans une période où, est-ce que tu donnes une teinte plutôt rose ou plutôt bleue au capitalisme? C'est ça quand j'étais petit. Ça. Aujourd'hui, la politique, c'est beaucoup plus vif. Il y a des antagonistes très forts qui se font face. Et du coup, dans ce genre de moment-là, il faut bien mesurer le fait que les capitalistes, eux, ils ont des experts, ils ont des intellectuels, ils ont des médias, ils ont un haut commandement militaire, ils ont tout un appareil qui leur permet de mener leur lutte de classe, alors que nous, on doit le fabriquer de zéro, notre appareil pour mener la lutte de classe. Et du coup, notamment sur cette question de l'appareil intellectuel, c'est-à-dire être capable de décrire les termes du combat, de décrire les enjeux du combat, de dire un petit peu comment il faut faire, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la dernière bataille, etc., etc. C'est ça que j'essaie de faire avec d'autres et puis en m'inspirant de beaucoup de discussions. Et c'est éclairer un peu le moment stratégique dans lequel on est pour poser la question de comment on fait à la prochaine bataille pour la remporter. La prochaine bataille, en réalité, on est dedans. On ne l'a pas encore remportée, mais on avance. C'est la bataille pour la paix. Mais il y en aura d'autres qui viendront. Le prochain article dont je vais parler, jusqu'à présent, en gros, le premier article, j'ai dit en gros, pourquoi se bat la bourgeoisie dans la lutte des classes? Ça, c'était le premier article. Le deuxième article, c'était de dire que il n'y a pas d'autre moyen de les vaincre que de les vaincre entièrement. La révolution et du coup l'urgence de la révolution, ce qui n'était encore une fois pas le cas. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique au moment du mouvement du CPE, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vaincu politiquement la bourgeoisie, mais on les avait vaincus sur une réforme. C'était fait reculer, ouais. Bon, le point là, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Et j'argumente au regard des chiffres de l'économie internationale en disant que non, aujourd'hui, c'est plus possible et ils sont obligés de se battre comme des chiens. Le troisième, c'était sur les questions tactiques, c'est-à-dire comment tu gères au moment T. Comment tu gères pour faire gagner une grève, comment tu gères pour faire gagner une manifestation de rue, etc., etc. Et le prochain, c'est une réflexion qui me semble importante, c'est comment tu crées les conditions d'un véritable collectif dans une classe, parce qu'il y a un sujet qui me semble étonnamment tabou, tu vois, c'est les bilans dans le mouvement social, enfin les conséquences dans le mouvement social du confinement. Le confinement, c'est une période où on a très peu parlé aux autres. Et où du coup, on s'est beaucoup délité, on a beaucoup formé un collectif. Les manifs du 8 mars le montrent. La manif du 8 mars 2020, tu as quasiment 100 000 personnes à Paris, et celle de 2022, tu as 20 000 personnes. Tu as vraiment un effondrement entre les deux qui s'est produit, et ce qui les sépare, c'est le confinement. C'est que les gens sont moins en lien, et tu le vois de manière très forte avec le mouvement contre la réforme des retraites. Il n'y avait pas d'AG, en fait. Donc, les gens qui sont habitués à faire des mouvements sociaux sont habitués à ce qu'il y ait des AG partout pendant les mouvements sociaux. Et qu'on vote la grève générale et tout. Bah ouais, mais tu vois, après, il y a des côtés folkloriques et tout. Mais ça veut dire que les gens, habituellement, dans les mouvements sociaux, c'était le cas aussi pendant les Gilets jaunes avec les ronds-points, ont l'habitude d'échanger, de discuter et d'élaborer ensemble une politique. Ça ne s'est pas passé en 2023, pardon. Et c'est intéressant le fait que ça ne se soit pas passé, et c'est une bataille pour recréer les conditions que ça se passe, parce que si tu n'es pas en permanence en train de dialoguer, ça veut dire que les leçons de la lutte, tu ne les partages pas collectivement. Ça veut dire que tout le monde ne se sent pas représenté dans la lutte parce que tout le monde n'a pas donné son avis sur la manière dont ça se construit et tout. Et du coup, le prochain article, c'est un petit peu sur ce thème-là, c'est comment on fait demain pour que dans la lutte, dans les batailles, se forme une véritable conscience collective et pas simplement une poussière, quoi. Enfin, tu sais, on est chacun un grain de sable différent, entièrement isolé des autres, et on n'est pas suffisamment en dialogue, parce qu'une des leçons des Gilets jaunes, c'est que ces lieux où on se rencontre et ces lieux où on fabrique une idée commune sont super importants. Eux, c'était les ronds-points, le mouvement des retraites 95, c'était les assemblées générales dans les boîtes. Il y en a plein, tu vois, des moments de rencontres, d'élaboration collective. Le nouvel article est sur ça, sur pourquoi on les a pas eus, pourquoi on les a perdus, ces moments d'élaboration collective, et comment les reconstruire.
Bah, trop chouette, j'ai hâte de le lire, donc la partie 4 je crois de ta série. Donc il y a d'autres articles sur notamment les expériences de Syriza et l'échec, voilà, un retour critique sur l'échec de Syriza. Enfin bref, il y a de nombreux articles, un article en particulier, parce que pas vraiment un article, est un appel à participation financière. Voilà, si vous avez envie de nous aider à financer ce média tout à fait indépendant de Vincent Bolloré, vous pouvez le faire donc sur le site norevolution.fr. Donc n'hésitez pas, hein, même si vous nous écoutez en podcast ou si vous nous revoyez sur YouTube, allez faire un petit tour sur le site norevolution.fr. Le dernier moment de cette émission, peut-être notre moment préféré, c'est où on se partage les quelques recommandations culturelles pour la semaine à venir. Alors ça peut être une BD, un jeu vidéo, un livre, un film, voilà. Peu importe. Toi, Marie, qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander à découvrir ou redécouvrir pour la semaine qui vient ? Moi, ce que je peux vous recommander, alors récemment, j'ai été pas mal malade, donc j'ai pu regarder un peu j'ai regardé des séries, des films, et j'ai vu notamment une série que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle Tout va bien, qui est une série française avec Virginie Efira, donc moi j'aime beaucoup, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup. C'est une série familiale sur une famille dans laquelle il y a une petite fille qui est atteinte d'une maladie, d'un cancer, une maladie sérieuse, et donc il y a toute la manière dont tous les membres de la famille réagissent par rapport à cette nouvelle. Et c'est vraiment c'est une très belle série sur la famille, sur la maladie. J'ai beaucoup apprécié. Chouette, toi, c'est une série du mois de novembre. Hein. Mais ouais, pourquoi pas. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu voudrais nous recommander cette semaine ? Alors moi j'ai commencé à lire, mais je suis juste au début, hein, un bouquin de Chris Offutt, ça se prononce à l'anglaise, Offutt, ouais, O2FEUTT, qui s'appelle Les gens des collines. C'est son dernier. Bon, c'est compliqué de le conseiller parce que je suis vraiment au début. Moi j'avais lu le précédent qui était sorti en France dans la belle édition Gallmeister. J'adore cette collection, pardon. C'est vraiment des beaux livres et des beaux livres de poche, ce qui fait que c'est des livres pas chers mais beaux quand même, et qui s'appelle Nuits Appalaches. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup, tu vois, parce que il a un peu la même démarche que Nicolas Mathieu en France. Il suit des parcours de ce qu'on appellerait depuis la France de redneck, quoi. Enfin, tu vois, de mecs. Disons la ruralité très réactionnaire américaine dans le Kentucky, et il suit tu vois, c'est des territoires où là où habitent les gens, il n'y a même pas de route qui y va, et il n'y a même pas vraiment de chemin sur lequel peut passer une voiture. C'est-à-dire que la voiture, il faut la garer à une demi-heure et tu finis dans la forêt, quoi, quasiment. Donc ils vivent de manière vraiment très reculée, sans électricité et tout ça. Donc c'est des territoires comme ça, encore très reculés aux États-Unis, où les gens vivent un petit peu de bricoles, de petites magouilles, bon, ils ont en partie, ils vendent des trucs sur le marché, mais en partie, ils piquent des trucs. Tu vois, bon, ils vivent un petit peu comme ça. Bon, du coup, ils sont très réactionnaires au sens quasiment chimiquement pur du terme, c'est-à-dire hostiles à la manière dont le monde change et implique de nouvelles contraintes pour eux. Et il a une lecture. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup la littérature réaliste, et j'aime beaucoup en particulier les auteurs qui savent dire avec tendresse qui sont les gens. Tu sais, qui savent regarder les gens humbles, les gens modestes, avec tendresse, même quand il y a des défauts, parce qu'évidemment, il y en a. Enfin, tu vois, c'est l'Amérique de Trump, hein, là, dont on parle. Et ils savent le regarder, il sait le regarder avec tendresse et dire, c'est compliqué la vie, ces gens qui traversent des difficultés. Et c'est de là que vient l'inquiétude vis-à-vis du changement et tout ça. Et il ne fait pas trop de montée en généralité, tu vois. Parce que ça, c'est aussi agaçant dans la littérature. On l'a dit parfois, c'est des types qui prétendent faire une morale à la fin du livre et où tu dis, c'est pas ça l'état d'esprit, il suit un petit peu ces personnages et tu les vois, tu les vois faire la vie, quoi, tomber amoureux, il y a les mariages, il y a les machins, et tu vois qu'en fait, des gens qui vivent très différemment que toi, parce qu'évidemment, moi, les montagnes du Kentucky, en fait, finalement, ils ont à peu près les mêmes aspirations que toi, espoir, la même générosité parfois, même s'il faut savoir la trouver. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de littérature. Donc je conseille celui que j'ai lu, celui que j'ai vraiment fini, qui s'appelle Nuits Appalaches, et c'est pour moi, c'est mes 3 ou 4 romans préférés, celui-là figure, quoi. Et là, je suis en train de lire le nouveau, qui s'appelle Les gens des
les gens des collines, puisque le Kentucky, c'est un territoire de collines. Donc voilà, les gens des collines. Ok, bah super chouette, bah justement ça fait un petit peu écho. Moi je vais vous recommander quelque chose d'extrêmement connu. Les vrais auront reconnu ce mug, qui est une référence bien sûr à The Office, qui est donc une série assez célèbre où pendant de nombreuses saisons on va suivre le quotidien d'un petit bureau banal dans une ville de Pennsylvanie qui s'appelle Scranton, et on va suivre leur pérégrination, leurs aventures, et de la même manière, bon même si c'est évidemment une série humoristique puisqu'ils sont sous la hulette d'un boss joué par Steve Carell, qui est à la fois enfantin, extrêmement réactionnaire sur beaucoup de choses, mais qui a quelque chose de très touchant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, donc dans The Office, c'est qu'il y a un regard très touchant sur la vie normale des gens et qu'il y a plein de choses extraordinaires qui se passent dans le quotidien. Et c'est un regard très chouette sur le quotidien, et que les gens, ils sont, des fois ils sont égoïstes, parfois ils sont généreux, et bon voilà. Mais c'est évidemment très amusant. Très amusant à voir. Et j'ai un deuxième truc à recommander, un peu plus inattendu, et qui est le jeu vidéo Europa Universalis de Paradox. Du coup, c'est un jeu où on contrôle une nation en, je crois, 1444, et il faut aller jusqu'au début du 19e siècle. Et c'est intéressant parce que ça nous met un petit peu dans la peau d'un impérialiste, puisqu'on veut que son pays, donc les vrais pays du vrai monde, atteignent, conquièrent tout, colonisent le plus possible, et finalement deviennent numéro uno dans l'échelle des nations avec la plus grosse armée, la plus grande force coloniale. Et là où c'est un petit peu intéressant d'un point de vue de gauche et progressiste, c'est de se mettre dans la peau de cette logique impérialiste et de voir que, voilà, quels sont les ressorts, qu'est-ce qui fait qu'une nation va en aider une autre, qu'est-ce qui fait qu'on est allié un temps avec la Castille pour essayer de niquer la France, par exemple. Et qu'on va la trahir 10 ans plus tard pour quelques raisons. Et du coup voilà, c'est intéressant parce que ça nous met un petit peu dans la peau de quelqu'un qui fait de la réelle politique. Voilà, c'est bien sûr fictif, et si je peux me la péter un petit peu, je peux vous dire que la Savoie est devenue la 6e puissance mondiale dans ma partie. Et donc c'est un petit peu amusant, et puis c'est un petit peu instructif, je pense aussi. En tout cas voilà, l'émission Minerva c'est terminée pour cette semaine. Je peux dire un petit mot avant. Ouais, vas-y, bien sûr. Il y a une nouvelle quand même qui est bonne. J'ai pas pensé à le dire quand t'as parlé des actualités. Et puis là, sur le côté, je viens d'aller voir mon fil Facebook. Il y a Henry Kissinger qui est mort. Il y a Kissinger qui est mort. Kissinger, je sais pas si tout le monde connaît, c'est l'organisateur du coup d'État. C'est le secrétaire d'État américain qui a organisé le coup d'État contre Allende. Et donc Kissinger vient de mourir, ce qui veut dire qu'à l'heure où nous parlons, Kissinger est en train de cramer en enfer. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, c'est à noter, mais oui, il n'avait pas été d'ailleurs salué par Emmanuel Macron, je crois, ce qui avait été assez critiqué, à raison, évidemment. Voilà. Mais oui, on peut, même si on ne souhaite jamais la mort des gens, je crois qu'il avait 100 ans, donc voilà, on est aussi débarrassé d'un fiefé salaud. C'est ça. Eh ben écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de courage pour la semaine à venir. Si tout va bien, on se retrouve dimanche prochain à 18h, même jour, même heure, même endroit, sur internet, évidemment. Et donc, écoutez, plein de force à vous, soyez forts. Et, rendez-vous dimanche prochain, mais aussi mardi. Mardi, si je ne me trompe pas, il y a aussi un entretien avec Anaïs, qui sera, j'en suis sûr, extrêmement passionnant. Donc rendez-vous mardi, rendez-vous dimanche prochain. À très bientôt, passez une excellente semaine, soyez forts, et on se retrouve peut-être dans les luttes. Salut. À bientôt dans les luttes. Bonne soirée.